j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dis si tu m'entends, si tu me comprends. Bah je t'entends et je te comprends évidemment. Parfait. Ok, ouais, bon, on va faire comme ça. Du coup, c'est parti. Parfait. Bah merci d'être là déjà. Ça fait plaisir. J'ai un peu préparé l'interview du coup quand j'ai appris que tu pouvais venir. Mais surtout, ça m'a fait marrer parce que la dernière interview que j'ai vue de toi, c'est un moment où tu dis il y a quelqu'un qui te demande qu'est-ce que t'aimes le moins dans ce milieu et tu réponds plus ou moins les interviews pas préparées. Et là, je me suis dit, merde, il faut que je sois chaud. J'ai dit ça? Un truc comme ça, genre quand les interviews sont mal préparées et que c'est filmé, je sais pas quoi, t'étais sur un plateau de télé avec plein de gens. Enfin bref, c'était très furtif, mais du coup, ça m'a mis un peu la pression. J'ai probablement dit ça pour faire rire. Mais ce que j'aime pas, c'est souvent les gens qui sont pas informés à propos de ma carrière, de ce que j'ai fait, et je déteste... répondre aux questions convenues, les questions, la première question, ou par exemple, quelqu'un qui ne sait pas ce que je fais, qui me demande de définir ma carrière ou mon style. Okay. Si je viens pour ça, c'est correct. Mais si on me demande ça dans une grande entrevue, je trouve tout le temps que la personne n'a pas fait son travail. Oui, voilà. Ouais, mais ici, c'est correct. Un podcast, c'est différent. Oui. J'aime le côté moins organisé du podcast, et éventuellement dans la discussion. Tandis que les entrevues, on a souvent 8 minutes. Et comme humoriste, on nous demande d'être drôle, en même temps d'être intéressant, d'être tout finalement. Là. Ouais. Allez, sois drôle. Exact. Là, je te le dis tout de suite, mais si tu comprends pas ce que je dis, dis-le moi, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Bien là, sûr, mais c'est sûrement plus des Français que des Québécois. On sait pas. On sait pas, non, mais j'ai déjà reçu Philippe Audrey, j'ai déjà reçu des Canadiens, il n'y a pas de problème, genre les gens ont compris, et puis moi, si je comprends pas, je n'hésiterai pas à te demander. Alors du coup, là, t'es en France depuis quelques jours? Pas très longtemps. Ça doit faire 5 jours, 6 jours. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait venir en France? Tu voulais venir voir ce que c'était que de jouer ici? C'est surtout le contrat Netflix. Je vais avoir un spécial de 30 minutes Bien de sûr. Netflix, comme Jason Brokers, comme plusieurs, en fait, comme 4 autres Français. On est 4 Québécois. Et puis... j'ai discuté beaucoup avec des humoristes français pendant ma phase de préparation. Parce qu'il faut comprendre que Netflix nous a avertis seulement quelques semaines avant. Donc, c'était tellement une belle opportunité pour moi que je ne me voyais pas dire non. Je suis un consommateur d'humour sur Netflix. Je trouve que c'est la meilleure plateforme pour consommer. Je parle pour le spectateur, là. Parce qu'au Québec, souvent, des fois, on va avoir nos one-man shows, on va les mettre à la télé, mais à la télé, avec les pauses publicitaires, c'est chiant. C'est chiant, ça marche pas. Donc, j'ai rencontré des gens et je me fais souvent dire, d'après moi, ton style pourrait fonctionner en France. L'ouverture internationale de Netflix me donne le goût de peut-être venir voir comment ça se passe ici. Et j'ai un horaire quand même assez chargé à cause de mes spectacles au Québec. Là, je suis en spectacle dans la période automne-hiver, à tous les semaines, 4 spectacles par semaine. Donc, j'avais une fenêtre d'opportunité là, qui était cette semaine-ci. Okay. Et puis, c'est ça. J'imagine... J'imaginais pas avoir nécessairement un succès en venant ici une semaine. C'est comme tester le marché, mettre le pied à l'eau, voir si j'ai le goût de me baigner. Et alors, t'en as pensé quoi? Mais j'aime ça. J'ai réalisé, en fait, ça fait seulement 5 jours. Ouais, c'est ça. Au début, j'ai trouvé ça plus difficile parce que les premiers 2 jours, j'avais l'impression qu'on me comprenait seulement 2 phrases sur 3. Quand je dis comprendre, c'est qu'on peut comprendre. Je dis pas qu'il y a toute une phrase au complet qu'on comprend pas ce que je dis, mais si en humour on manque un mot, c'est fini. Les gens tombent dans leur tête, se demandent qu'est-ce que je disais, le rire diminue, l'énergie diminue. J'ai un style quand même assez énergique au Québec. Au Québec, ça va vite. Je suis dans les humoristes qui ont un style quand même assez dense. J'essaie d'avoir beaucoup de rire à la minute. Donc, moi, ça me déstabilise ici, puis je tombe dans ma tête. J'ai l'impression de perdre ma confiance en moi. J'ai trouvé ça très difficile, mais avec beaucoup d'espoir, parce que quand on me comprend bien, j'ai l'impression que ça fonctionne aussi bien qu'au Québec. Comme par exemple, j'ai fait le point virgule 2 soirs. Ouais, j'allais te poser la question, Ouais. Le premier soir, je m'étais beaucoup préparé. J'ai trouvé que ça a mieux été que le deuxième soir.
C'est plus une question que le deuxième soir, j'étais plus dans ma tête. Okay. J'ai mal dormi entre les deux. Okay. La nuit entre les deux shows parce que la pression est un peu tombée que je m'étais mise. Tu t'étais mis une grosse pression, toi parce que les gens savent pas du coup encore maintenant, j'allais finir par en parler, mais tu as vendu 300 000 billets sur ta dernière tournée, tu tournes beaucoup au Québec, au Canada, etc. Tu fais des très grosses tournées, etc. Là, faire le point virgule en France, tu as eu une grosse pression. Tu t'étais mis une pression. Oui, devant parce que je suis toujours... Non, mais je comprends, hein, c'est intéressant, mais... ma productrice est là avec moi. Elle se questionne aussi pour savoir si c'est possible en France. Je sais qu'il y a des humoristes qui étaient là, que j'apprécie beaucoup, qui étaient là dans la salle. Jason Brokers faisait ma première partie. Ouais. Je voulais pas décevoir personne. Okay. Je me mets la même pression quand je vais aller faire une petite soirée, un petit comédie club à Montréal, même s'il y a seulement 80 personnes. C'est intéressant. Je trouve que la pression, c'est un bon moteur de créativité. J'ai écouté un podcast récemment où il y a, je sais plus qui dit ça, je crois que c'était Pete Holmes qui disait que dès que la pression retombait, c'était pas bon. Et dès que tu commençais, dès que tu commences à jouer en pilotage automatique, en gros, c'est pas bon. Et effectivement, même moi, avec mon petit niveau après 2 ans et demi de stand-up, ça m'est arrivé parfois de me rendre compte que j'avais pas de pression avant de monter, et là je me suis dit c'est que tu travailles pas assez en fait, et que si t'as pas la pression, c'est que ça va pas, quoi. Et effectivement, c'est assez marrant de voir quelqu'un qui a tourné énormément, qui a vendu énormément de billets et qui se met encore la pression pour des plus petites scènes, quoi. J'aime j'ai l'impression que les grands humoristes sont ceux qui retournent toujours à la base, dans les petites salles, dans les petits plateaux, qui se comparent aussi à d'autres humoristes. Quand je dis comparer, c'est pas nécessairement une compétition malsaine, mais c'est certain que quand on joue sur un plateau avec plusieurs autres humoristes, il y a une comparaison qui se fait. Ouais. Et cette comparaison-là, pour moi, c'est vraiment un moteur de créativité. Je veux être parmi les meilleurs. Je veux être parmi les meilleurs. Pas nécessairement le meilleur, mais quand je vois quelqu'un qui arrache tout, je suis un consommateur d'humour, je suis un fan d'humour, de stand-up au départ, donc je suis impressionné, je ris, je trouve ça bon, mais en même temps, la pression est là, puis je veux pas être le moins bon sur le plateau. Ouais, je comprends. Et puis, je le sais que en venant en France, pas nécessairement les gens dans la salle, le public, mais les humoristes... On est très ouvert à ce qui se fait ailleurs, et je sais que les humoristes français sont quand même très ouverts à ce qui se fait au Québec. Donc, je sais que je suis connu parmi les humoristes, peut-être 75% des humoristes ici. Donc, je veux pas décevoir, je veux... Okay. C'est quand même important. Mais Louis C.K. a déjà dit quelque chose du genre... parce que dans le temps où il était considéré comme le meilleur au monde, à travers le monde, les amateurs... d'humour pensent que je suis le meilleur, mais les New-Yorkais qui m'ont vu au Comedy Cellar pensent que je vaux pas de la merde. Parce qu'il va tester ces numéros-là. C'est là qui finalement, les numéros prennent vie et deviennent excellents, mais il y a une phase où c'est difficile. Ça m'arrive souvent on dit se planter là, au Québec, mais de me planter au Québec, à Montréal, dans une petite salle. Et puis, c'est dur à chaque fois. À chaque fois, c'est dur, mais ça fait partie du processus. Si je me sens mal en sortant de scène, ça me motive à trouver une solution, et je déteste aller jouer devant un public qui est vaincu d'avance, là, qui est un public, mes fans finis de moi. Si je vais faire un numéro pour la première fois, je veux pas qu'ils soient là parce que ça va rire, parce qu'ils sont juste contents que je sois là. C'est génial ce que tu fais. Les cheveux, la barbe. C'est tout nouveau. Arrêtez de rigoler. C'est pas vrai. Oui, non, mais ça je comprends. C'est Dave Chappelle, je crois, qui disait qu'un humoriste qui bite pas, ça peut pas être un vrai humoriste, parce que ça veut dire que tu te remets pas en question. Moi, limite, et là je dis pas ça dans le sens où ça marche bien pour moi, mais je bide pas assez entre guillemets, et ça va faire rire les gens quand ils vont écouter ça, parce que ça semble prétentieux, mais c'est pas comme ça que je le dis. Je bide pas assez parce que j'ai tendance à me reposer sur mes textes qui marchent déjà. J'ai tendance à pas assez partir dans l'inconnu parce que j'ai envie que ça marche. Et effectivement, je sens que le fait de repartir sur un truc qui te fait peur mais que tu as envie de dire là, c'est sûr que c'est la prochaine étape à mon avis, mais ça doit être le moment le plus excitant. Il y a un moment difficile où on n'a pas les blagues, où souvent le propos est intéressant mais ça fait pas rire.
Mais de se mettre en danger, s'il y a des humoristes ou des gens, surtout pas des humoristes, mais des gens qui veulent devenir humoristes, qui nous écoutent, j'ai toujours dit, moi, quand les gens viennent me voir après mon spectacle, me demandent c'est quoi la recette, comment qu'on fait, je leur dis, c'est difficile. C'est 5 années très difficiles, il faut se regarder dans le miroir, il y a des périodes où on veut tout lâcher, ça va pas bien, mais moi, je connais personne qui a été drôle dès le début. Ouais. On est mauvais au début. On est vraiment mauvais. Puis s'il y a un humoriste qui me dit non, moi j'ai été bon dès le début, ben j'aimerais voir des vidéos là, vraiment de la première, deuxième, de la première année au complet. Puis moi je pense que je trouverais pas ça très bon. Ouais, normal. Tu parles de ces 5 ans du coup que t'as allègrement passé maintenant, donc 5 ans passés. Pendant ces 5 ans-là qui étaient difficiles, ça t'est arrivé de remettre tout en cause en mode ça se trouve je suis même pas drôle en fait, tu vois, genre de remettre en question même ton esprit humoristique. C'est ce que je fais en ce moment en fait, c'est pour ça que je pose la question. Oui, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Ok. J'ai eu le syndrome de peut-être je suis pas à ma place, peut-être que je devrais arrêter. Moi j'étais vétérinaire avant. Ouais, on va en parler, ouais. Ah ben là je suis en train de c'est parce que j'ai accès à tes questions, là je les vois. Ah mais vas-y, on est ben, j'étais vétérinaire avant, puis je suis passé par l'École nationale de l'humour. Ouais. Donc, faut comprendre que pour moi, dans le temps, à Montréal, il n'y avait pas plusieurs plateaux où on pouvait aller jouer. Ouais. Il n'y avait pas le Bordel Comedy Club. C'était pas nécessairement populaire d'aller jouer dans des petits bars. Donc, pour devenir humoriste, c'était tellement clair qu'il fallait passer par l'École nationale de l'humour. Donc, moi, j'ai commencé à étudier l'humour, puis j'avais pas d'expérience de scène, ou à peine. Là. J'avais fait quelques spectacles. Quand j'étudiais la médecine vétérinaire, on avait un café étudiant et on faisait un spectacle une fois par session. Okay. Et puis, moi, je faisais du stand-up. Mais c'était facile de faire rire. C'était tous des amis, c'était des gens que je côtoyais, puis j'étais quand même assez populaire parce que j'étais président du café étudiant. J'étais synonyme de soirée, de party. Là. On a ça aussi en France. Ouais, mais quand j'ai été confronté à du vrai public, ça a été beaucoup plus difficile. Et moi, j'ai commencé à 29 ans à essayer d'écrire de l'humour, et c'est peut-être un peu tard. J'aurais vraiment aimé commencer à 19 ans, moi aussi, mais... je comprends. La vie a fait que... En même temps, j'ai un bagage de vie que quand j'ai commencé à être un peu... des fois, j'ai l'impression, j'écoute des fois des gens de 19 ans qui sortent tout juste de l'École nationale de l'humour. Souvent, les sujets ne m'interpellent pas vraiment. Ça prend quand même un certain bagage de vie pour être intéressant pour tout le monde, je pense, sur scène. Ouais. Mais il n'y a aucun problème à 19 ans de divertir des gens de son âge. Mais c'est rare que quelqu'un de 19 ans va divertir quelqu'un de 35. Oui, je comprends. Donc, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. J'ai longtemps... Moi, c'est très difficile pour moi de faire quelque chose de mauvais. Je suis très conscient de ma valeur quand je sors de scène, de ma valeur du numéro que je viens tout juste de faire. Ouais. Il y a des humoristes que quand ça rit plus ou moins, ont l'impression que... Ça a été super. Il y avait, ils ont entendu 3-4 rires, puis pour eux autres, ça a fonctionné. Tandis que moi, j'ai besoin d'entendre des gros rires pour vraiment être content de moi. Parce que t'es passionné de stand-up, et que moi, je pense aussi, c'est un débat qu'on a eu récemment, mais faut... là, depuis... En ce moment, là, j'ai eu un débat avec mon frère qui était intéressant hier, qui est littéraire, lui. Il est dans la littérature. Et on a eu le débat, il dit, dans le milieu de littéraire, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas lire Marcel Proust, parce que ça te donne trop la pression ensuite pour écrire, et du coup ça t'empêche d'écrire. Et moi j'ai mis ça en comparaison avec est-ce que je devrais regarder George Carlin ou Dave Chappelle, est-ce que ça me met pas une trop... Et après on a eu une discussion où lui il pense que finalement il faut le lire évidemment, et moi je pense qu'il faut regarder Dave Chappelle. C'est que il dit il faut devenir un spécialiste de ce que t'aimes quasiment de façon étudiant pour pouvoir ensuite penser, avoir quelque chose à faire dans ce milieu-là, quoi. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir une grande conscience du milieu et de la profession avant de vouloir se lancer dedans, quoi. Je suis très d'accord avec ça. Puis je pense que c'est essentiel en humour d'être quand même au courant de ce qui s'est fait de meilleur. Bah oui, bien sûr. Pour avoir une idée aussi, pour premièrement, pas refaire ce qui a déjà été fait. Puis ce que je veux dire, c'est si Dave Chappelle a fait un numéro sur prendre le métro, je sais pas, ou aller faire des courses, ou il faut
faut avoir une idée un peu pour essayer d'avoir un style différent, essayer de se découvrir. Il faut voir ce que les meilleurs font. Et il y a aussi le fait de jusqu'où on peut se rendre. On s'inspire toujours de ce qu'on regarde. C'est faux de dire que notre inspiration vient nécessairement de choses qu'on a vues. Mais l'important, c'est toujours que les idées viennent toujours de nous, mais il ne faut pas s'empêcher de faire un numéro sur la course automobile s'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. Ah, bien sûr, ouais. Mais c'est surtout comme créateur de s'élever à un certain niveau. Mais tu disais, je pense qu'il faut regarder un Dave Chappelle, ce qu'il ne faut peut-être pas faire en début de carrière, et on est chanceux, ça n'arrive pas, mais c'est de passer tout de suite après un Dave Chappelle sur un plateau. Là, vraiment, je pense qu'on s'en sort pas, on va pas survivre à ça. Et c'est bon aussi de commencer à son niveau, d'aller sur des plateaux que la qualité n'est pas nécessairement très élevée, que c'est souvent des gens qui commencent, parce qu'il faut se comparer à des gens de notre niveau. Moi, ce que j'aime beaucoup en humour, c'est que c'est fou la camaraderie, c'est à travers tous les humoristes, il y a beaucoup d'amour, même si c'est un milieu compétitif. Et quand on commence à faire... Un amour complexe. Un amour complexe, oui, très complexe. Mais c'est tellement particulier comme vie qu'on a besoin de se retrouver entre nous pour en discuter. Puis c'est fou comment l'amitié entre humoristes se fait très rapidement. On a tellement les mêmes passions, puis c'est une passion qui prend toute la place dans ta vie. C'est vraiment spécial. Donc, ce que j'aime, c'est quand on commence, souvent on va se faire des amis dans le milieu, puis l'idéal, c'est de se faire des amis à notre niveau, on commence à se parler, on échange des idées, puis ça, c'est essentiel. C'est très difficile pour quelqu'un, je pense, de faire du stand-up tout seul, sans jamais avoir de discussion avec quelqu'un d'autre, parce qu'il faut avoir le regard du public. C'est bon, des fois, d'avoir quelqu'un disant « on comprend pas trop ton idée à cause que, comme spectateur, ce bout-là, on voit pas la même chose que toi. » C'est bon d'avoir quelqu'un qui nous aide. Évidemment, parce qu'en plus, j'en ai parlé récemment avec des potes, le stand-up, ça a ça de particulier, c'est que c'est un des seuls arts où tu peux te perfectionner avec une audience. Tu es obligé d'avoir une audience devant toi. Tu peux pas te perfectionner. Enfin, un peintre peut s'entraîner chez lui, un musicien peut faire des gammes. Nous, en soi, on peut écrire autant qu'on veut. S'il n'y a pas une audience à un moment donné, on ne sait pas ce que ça vaut. J'ai déjà eu la même réflexion avec d'autres humoristes. C'est exactement ça. Ça nous prend un public. J'ai déjà rêvé, moi, c'est impossible, qu'il y ait une porte, et puis là, dès que tu ouvres la porte, tu as un nouveau public de 100 personnes. Là, tu essayes, on appelle ça un gag, là. Je sais pas, est-ce que vous dites gag? T'essayes une vanne? T'essayes une vanne ou un bit. Est-ce que vous utilisez le mot? Moi, j'utilise, mais on se moque de moi parfois. Donc, un petit numéro de 2-3 minutes sur une idée, et puis ça fonctionne pas, tu refermes la porte, tu repasses à tes choses, tu rentres. Puis là, c'est un nouveau public. Mais cette machine-là n'existe pas encore. D'ailleurs, je sais pas, parce que pour moi, le stand-up est tellement addictif et ça devrait tellement être ta vie, que les gens comme Eddie Murphy, Adam Sandler ou ces gens-là qui ont arrêté, peut-être que c'est parce qu'ils sont tellement riches qu'ils ont cette salle là chez eux et qu'en fait ils arrivent à s'en passer parce qu'en fait ils s'exercent chez eux, quoi. Peut-être. Mais en tout cas, oui. Et moi, c'est drôle, mais quitter le stand-up, je crois que c'est très difficile de recommencer après. J'ai un ami proche, Simon Gouache, je ne sais pas si vous connaissez, qui est excellent. On était dans la même classe à l'école de l'humour. Et puis, en début de carrière, il a arrêté 2 ans pour faire de la publicité et en revenant, il s'est rendu compte qu'il n'était pas au même niveau quand il avait arrêté. Ça lui a pris comme 1 an, selon lui, revenir en forme, mais il est quand même... Il est de très haut niveau, là, donc pour lui, être en forme, c'était quand même assez haut niveau, mais c'est impressionnant quand même que même moi, quelqu'un que j'ai vu là, arrêter pendant 2 ans, je l'ai vu vraiment pédaler fort pour revenir. Et j'ai l'impression que c'est pas comme faire de la bicyclette, c'est pas quelque chose que quand tu apprends à le faire, tu l'oublies jamais. Non, bien sûr. On perd nos repères, on perd... sur scène, on pense à 4 à 5 choses en même temps. On pense à notre texte, on pense au public, aux réactions, des fois on ajuste notre matériel selon qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Il faut penser à notre temps parce qu'on a un certain temps à combler.
Et quand on arrête, moi je le vois, si je suis pas sur scène pendant 1 mois, je fais mon one-man show et je suis moins bon. Ouais. Ça me prend 1 ou 2, 3 shows pour... Même chose, les grandes scènes versus les petites scènes. Moi, je joue souvent au Bordel Comedy Club parce que je suis un des propriétaires. Un des fondateurs, ouais. Et puis... si j'ai fait pendant 2 mois seulement des grandes scènes avec mon one-man show et je viens faire le Bordel Comedy Club, ça me prend au moins un numéro, un ou 2 shows pour me remettre vraiment à la promiscuité. Là, on est vraiment, vraiment très proche des spectateurs et on joue différemment quand on est près d'eux que quand on a 2000 personnes devant nous. Bien sûr. Et du coup, là, tu parles du Bordel Club qui est une institution maintenant à Montréal. Du coup, ça, c'est l'histoire de la création. J'ai jamais eu de fondateur en face de moi du Bordel. Profite-en. Non, mais c'est un vrai truc. Vous avez fondé ça, du coup, il y a une petite dizaine d'années, un peu moins peut-être. Il y a 5-6... Ah non, ça fait 3 ans. 3 ans et demi. Ouais. Ok, 3 ans et demi. Et du coup, c'est parti d'où cette envie de fonder En fait, c'est moi qui a eu l'idée au départ de... Plusieurs humoristes au Québec se plaignaient qu'on n'avait pas de comédie club à la new-yorkaise, un peu au Québec. Et on se disait, on est reconnu comme étant une ville d'humour et on n'a pas de comédie club, ça faisait pas de sens. Mais les humoristes sont souvent des petites bébites solitaires. Les projets de groupe, même si on est très content de se rencontrer, les projets de groupe sont très rares. C'est pas des gens qui travaillent bien en équipe, souvent. C'est vrai. Donc, j'étais allé en vacances avec ma copine au Comedy Cellar. Pas au Comedy Cellar, je suis pas resté là pendant 2 semaines. Ouais. J'étais allé en vacances à New York et j'étais allé voir quelques spectacles au Comedy Cellar. Normal. J'ai vu Louis C.K. venir tester un numéro live. J'étais vraiment impressionné. Et puis, en revenant, j'ai eu cette idée-là d'ouvrir le Comedy Club. Et mon idée était la suivante. Je me disais, on devrait... Je voulais pas impliquer de producteurs dans ce projet-là parce que je me disais, dès qu'il y a un producteur d'impliqué, il y a nécessairement un clan qui va se former. Oui. Je trouve que les humoristes, quand on est entre nous, on est capable de laisser tomber les armes et d'être juste amis puis être là pour la passion de l'humour. Je l'ai vécu un peu dans les festivals juste pour rire. Quand il y a des producteurs, des fois, là, on parle d'argent nécessairement associé au bout de la ligne et il y a des fois des deals qui n'ont pas fonctionné avec tel humoriste ou il y a des histoires de compétition de salle, des choses comme ça. C'est des très bonnes personnes, mais l'argent est plus présent dans la conversation. Bien sûr. Je me disais, si c'est juste des humoristes et nous, on veut que ça existe, on a besoin d'un comedy club à Montréal, je pense qu'avec des humoristes, on va pouvoir se mettre d'accord qu'on ne veut pas que le prix soit élevé pour le billet. On veut que la salle soit vraiment parfaite pour faire de l'humour. On veut aucun compromis là-dessus. On le fait pour la passion. Donc, j'ai décidé d'approcher des humoristes dans un éventail de styles complètement différents. Ça va de Louis-José Hood, qui est une des plus grandes stars de stand-up sur Netflix au Québec. Aussi en janvier d'ailleurs. Oui, qui va être sur Netflix aussi. Et je suis allé jusqu'à Mike Ward, qui est très roots, qui est très comme... C'est un des meilleurs delivery qu'on a au Québec, qui est extrêmement drôle, mais il a toujours resté très proche des comedy clubs, de la passion du stand-up. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Mais puis au Québec, son style, vu par les spectateurs, c'était quelqu'un qui était plus trash. Okay. Donc j'avais comme le plus trash avec la star la plus populaire. OK. Et à travers ça, d'autres humoristes. Et toi, quoi, du coup? Ah, ben moi, j'étais, dans le temps, il y a 3 ans et demi, j'étais la dernière nouvelle star qui avait vraiment... qui avait le vent dans les voiles. Je voulais que tu aies une étiquette aussi, quand même. Ça oui, ben c'est ça. Puis j'ai un style qui était très fort aussi chez les plus jeunes. J'ai un style j'étais reconnu comme étant la nouvelle vague. OK. Il y a 3 ans et demi, là, quand on a créé ça, quand on y a pensé, là, il y a 4 ans et demi. Et puis, j'étais allé chercher aussi d'autres humoristes, mais rapidement, tous les humoristes voulaient embarquer dans le projet. Donc, il a fallu arrêter pour que ça soit, on est 6. Puis, il y en avait un qui n'était pas connu, qui est Charles Deschamps, mais qui était un humoriste qui avait déjà qui avait un bar. Et puis, il était très bon pour faire le booking, pour décider, pour faire
booking, vous comprenez? Oui, bien sûr, ouais, la programmation. Quoi. La programmation, et puis il connaissait un peu le milieu des bars, donc je me disais si ça va être lui qui va être un petit peu plus qui va pouvoir organiser tout ça. Je lui ai demandé si ça l'intéressait. Donc l'équipe a été formée assez vite, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, et finalement, depuis le début, on est sold out. Bah oui, toujours. Est-ce que le succès est limite enfin, vous espériez ça? Non, c'est inespéré, on pensait que peut-être après 6 mois, 1 an, ça deviendrait peut-être sold out à chaque soir. C'est une toute petite salle, hein? C'est 100 places, 110 places. Mais c'est déjà une belle salle. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'est le fait que 6 humoristes se mettent ensemble pour ouvrir un comedy club. Au niveau des médias au Québec, ça avait énormément de poids. Okay. On a fait tous les médias, les gens, on a entendu parler pendant une semaine partout. Ça nous a donné l'équivalent de peut-être un 500 000 $ de publicité gratuite. Bien sûr. Et puis à partir de là, dès le début, c'était plein. Puis là, je pense que c'est encore plein tout le temps à cause de la qualité de l'expérience pour les gens. Ouais. Le concept est le suivant. Les gens ne savent jamais qui il va avoir sur le show. C'est une surprise, mais grâce à Charles Deschamps qui fait le booking, on s'assure que chaque spectacle soit de qualité. Et puis, c'est un mix de personnes très connues au Québec qui viennent essayer des nouvelles blagues et de personnes moins connus, mais qui sont professionnels et qui sont excellents, qui sont les futurs stars. Donc, les gens font des découvertes en même temps qu'ils voient des stars de temps en temps. Et la formule fonctionne. Et on est tombé sur un bar, le pub Quartier Latin, qui est extraordinaire. Luc, le propriétaire du bar, est un perfectionniste. Donc, il s'assure que les serveurs sont un peu comme des ninjas quand ils vont servir les gens pour pas déranger le spectacle. L'expérience client, il y a beaucoup. Luc a beaucoup. Le succès de l'expérience client, Luc est responsable de beaucoup là-dedans. Dans les commentaires, il y a beaucoup de les serveurs sont géniaux, la bouffe est bonne. C'est possible, par exemple, de dîner là, prendre une bouteille de vin, d'amener la bouteille dans la salle, la terminer. Puis donc, l'expérience, c'est ça. Et alors, la difficulté maintenant, c'est que quand on veut créer un lieu roots, parce que j'ai compris l'esprit et c'est vraiment du stand-up pur et il faut que ça soit au plus proche de ça. Pas de musique. Voilà, exactement. Exactement comme à l'américaine, comme à la new-yorkaise. Exactement. Ouais. Mais du coup, c'est ce truc-là aussi, c'est que vous êtes le seul à Montréal dans ce style-là. Est-ce que c'est pas dur maintenant que vous êtes victime de votre succès entre guillemets de garder cette essence là et de pas parce qu'après un truc qui marche bien généralement après il est pris d'assaut par des gens qui ont de l'argent, par des trucs comme ça. Est-ce que vous avez un plan pour garder cette structure là roots et ne pas en faire quelque chose qui pourrait grossir finalement après? Ça peut être la tournée du bordel au Canada, ça peut être des choses comme ça. C'est très intéressant comme question parce qu'on est vraiment confronté à ça. C'est une discussion qu'on a entre nous et voici ma position parce qu'on est 6. Hein? On n'a pas nécessairement toujours la même position, puis on n'est pas les meilleurs amis du monde, on s'entend bien, là. Mais ça nous a pris un bon 2 ans à avoir des réunions au bordel efficaces. Premièrement, on est capable de se voir seulement 1 fois ou 2 fois par année parce que y a on a tous des carrières très, très compliquées. Charles est toujours disponible, mais ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que on pense. Premièrement, on s'est souvent fait demander d'ouvrir des bordels ailleurs, mais on n'a pas le choix d'être à Montréal parce que ça prend un bassin d'humoristes énorme pour avoir de la qualité comme ça. Si on est à 1 heure en banlieue de Montréal, quelqu'un du calibre de Louis-José Hood va pas vouloir aller jouer pour un 15 minutes, va pas faire le déplacement nécessairement juste pour aller tester un nouveau numéro. Donc, il faut être à Montréal. Et puis, nous, on s'est concentré sur l'expérience autant que vit le client, l'expérience de l'humoriste. Okay. C'est très confortable pour l'humoriste. On a une belle loge. Le staff, les employés traitent les humoristes comme des rois. Le public aussi. Et puis, les prix sont pas chers. C'est 15 $ pour un spectacle. Puis au Québec, 15 $ pour un spectacle, c'est l'équivalent d'aller voir un film au cinéma. Donc, la qualité, le rapport qualité-prix est très, très élevé. Étant donné qu'on est tous des humoristes, il y a un lien affectif aussi. Quand Adib Al-Khalidé vient jouer au bordel, on est amis. Il sait que c'est comme s'il venait jouer chez ses amis, sans chez lui.
Donc, si c'est un producteur qui... Moi, on est très pour la compétition. Moi, je voudrais qu'il existe 4-5 comédie clubs à Montréal. Mais je pense qu'on peut rester... On pourrait rester dans les meilleurs si on garde cette espèce de vision-là. Puis étant donné que c'est pensé par des humoristes et que le prix est pas cher, pour nous, c'est très important que la scène soit confortable, que le son soit bon. On ne fait pas de compromis, que la température dans la pièce soit... On veut que... Tout ce qu'on entend, là, quand les spectateurs sont pas nécessairement dans un bon mood, sont pas dans une bonne... ne rient pas beaucoup, on se pose la question si c'est parce qu'il fait trop chaud, on va le régler. Si c'est parce qu'ils sont trop stressés, parce que le staff est pas gentil avec eux, on va le régler. Donc, on pense tout le temps, nous, l'important, c'est que le spectacle soit extraordinaire et pas les recettes. OK. Un producteur avec le même... Avec un bordel comedy club dans les mains, va rapidement augmenter le prix des billets parce qu'il va se dire c'est sold out tout le temps, on peut monter le prix des billets. Et puis là, c'est là qu'on devient en danger. On a vraiment mis tout l'argent qu'on a mis, c'était pour créer la salle, selon nous, parfaite pour faire de l'humour. Et on avait peur, on n'était pas sûr qu'on l'avait. Puis je me souviens, c'est Mike Ward qui a fait le premier spectacle. C'est lui qui animait le premier spectacle au bordel. Et il est sorti de scène après seulement 10 minutes en présentant le premier humoriste. Et en sortant, il était ému parce que je pensais jamais avoir autant de fun. Je pensais que ça prendrait comme 6, 7, 8 mois avoir du plaisir tant que ça à jouer ici dès la première fois qu'on a fait un numéro. Et pour nous, là, c'était émotif parce que on avait pensé à tout, la hauteur du stage, où les lumières allaient être placées, on a pensé à le rire rebondit vraiment bien dans le bordel. Donc l'ambiance est au maximum. Ouais, c'est ce qui manque souvent. Enfin, c'est ce qui manque. Non, il y a des moments où les étoiles s'alignent, mais c'est sûr que les gens se rendent pas compte de tout ce qui nécessite dans le stand-up pour qu'il y ait une bonne soirée, effectivement, de la hauteur de la scène au micro, etc. C'est vrai que vous avez fait les choses bien et du coup ça marche, quoi, la preuve, hein, c'est cool. Hein. Mais c'est ça, et puis je pense si on essayait de faire un comedy club à Québec, il n'y a pas assez d'humoristes qui habitent Québec pour faire quelque chose d'aussi bon. Mais en même temps, le fait que le Bordel Comedy Club était là, ça a stimulé les soirées d'humour. Donc il y a de plus en plus de soirées d'humour hebdomadaires. Mais après, de toute façon, pour vous, ça reste aussi votre salle d'entraînement, là où vous testez, etc. Parce que, en fait, moi, là où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière, entre guillemets, moi, les salles comme le bordel, c'est mon métier aujourd'hui. Ouais. C'est la finalité en ce moment. J'ai pas de tournée, j'ai pas de spectacle, j'ai pas tout ça. Alors que pour vous, effectivement, c'est le moment où on revient tester des choses, etc. Mais c'est la salle d'entraînement, quoi, en gros, pour vous, ça. Ouais, ok. Mais la différence que ça fait, c'est que pour moi, le bordel, pour quelqu'un de connu, ça me permet de créer plus rapidement. Oui, bien sûr. Dès que j'ai une idée, je peux aller la tester. Je peux la tester plus d'une fois dans le même soir. Je peux la tester à tous les jours pendant une semaine si je veux. Mais ce que ça a changé aussi, c'est qu'un humoriste qui n'est pas nécessairement connu, mais gagne sa vie de ça beaucoup plus rapidement, joue beaucoup plus souvent et devient incontournable plus rapidement. Je le vois, la nouvelle génération, qui joue souvent au Bordel Comedy Club, sont vraiment bons. On a créé finalement un monstre parce que grâce à ça, je vais avoir des compétiteurs plus tard pour le marché qui vont vraiment être difficiles à battre, mais on le fait pour la passion, mais je ris un peu, mais j'ai pas peur. Attends, en ouvrant le Bordel Club, en plus, finalement, maintenant que j'y pense, t'as un peu ouvert quand même la salle dans ton salon avec une audience tout le temps, parce que tu peux y aller quand tu veux. Donc en fait, t'es un peu créé cette salle-là. Moi, j'adore jouer 4, 5, 6 fois par soir. J'aimerais bien, je comprends. Je suis capable, des fois, mon record à Montréal, ça a été 7 fois. Okay. J'ai joué 7 fois le même numéro pendant le même soir, mais c'était pendant les festivals d'humour à Montréal, donc c'était quand même assez facile. C'est ça. Ok, bon, j'aimerais parler d'un truc après, c'est l'éthique de travail, parce que c'est un truc qui est revenu souvent et qui m'intéresse, mais avant ça, t'as cité Louis C.K. 2 fois depuis qu'on a commencé l'interview. Ah oui, puis là je vais te montrer mon pénis. C'est comme ça. Je suis tellement un fan que j'agis comme lui. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, donc, en suivant un peu les vidéos, en regardant un peu tes vidéos, j'ai vu une vidéo effectivement où tu parlais de Gilbert Rozon et t'as dit un truc qui m'a vachement intéressé, c'est que notre état d'esprit et les choses comme on les pensait ont changé très vite et beaucoup. En 2 semaines, tu dis j'ai complètement changé en 2 semaines et ça a été très vite. Et ça, je l'avais intuitivement compris, mais t'as mis les mots dessus et j'avais jamais pensé à ça, qu'effectivement, avec toutes les affaires qui sont arrivées dans MeToo,
en très peu de temps, on a beaucoup changé. Et du coup, toi, le grand fan, qui à l'époque, grand fan, etc., quand t'apprends que Louis C.K. remonte sur scène au Cellar, c'est quoi ta première idée? T'es content qu'il remonte ou tu dis merde, j'ai changé? Je trouve ça un peu tôt. Okay. J'ai été déçu. Mais c'est ça, là, je suis ambivalent par rapport à Louis C.K., mais je l'aime tellement que je serais prêt à lui pardonner parce que je veux pas minimiser les victimes de Louis C.K., mais n'empêche qu'il y a différents types d'agressions, là. Je pense que c'est un type d'agression qui peut finir par être pardonné si Louis nous prouve qu'il a vraiment changé de comportement, qu'il le fait plus, qu'il a eu beaucoup d'introspection, puis qu'il a réussi à se faire pardonner peut-être par les victimes. Mais le fait qu'il revient sur scène après seulement 7-8 mois, en ne parlant même pas de ça, c'est surtout ça qui m'a dérangé. Je vois pas comment tu peux revenir sur scène en faisant un numéro qui parle pas du tout de ça, quand tu sais très bien que tout le monde a ça en tête. Venant de Louis C.K., ça me déçoit, mais on va voir le futur. Moi, je pensais qu'elle allait quitter la scène pour au moins quelques années et finir par revenir, mais... Ça lui manquait peut-être trop. Oui. Parce qu'on parle de ça, mais il avait sûrement plein d'idées et jamais testé devant des gens. Il a dû se dire, putain, mais il faut que je monte après. Il pourra aller en Thaïlande. Tester. Mais il y a deux choses que tu as dit là-dedans qui reviennent souvent. C'est il faudrait qu'il nous prouve qu'il a changé. Donc ça, c'est nouveau dans le vocabulaire, dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on est quand même dans une société où quand quelqu'un déconne, après, déconne à juste titre d'ailleurs, je dis pas que je minimise pas non plus ce qu'il a fait, mais on dit qu'il faut qu'il nous prouve, du coup, parce qu'on a l'impression qu'il y a Dan Harmon, par exemple, qui a fait une super, dans son podcast, une excuse à une de ses victimes, et c'est la victime elle-même qui a dit je te pardonne sur Twitter. Enfin, ça a été fait de façon incroyable. Ah, j'étais pas au courant, mais ouais, je t'enverrai l'extrait qui est assez incroyable, où effectivement, il y a des gens qui disent même que c'est un template maintenant d'excuses, entre guillemets, que c'est limite dangereux qu'il ait fait ça parce que ça va expliquer à tous les gens qui ne pensent pas vraiment comment s'excuser. Mais en tout cas, du coup, on dit de Louis C.K. qu'il faudrait qu'il nous prouve. Est-ce qu'il pourrait pas nous prouver en continuant à être ultra marrant et en montrant sur le temps que il a changé en ne faisant plus ça, quoi? Parce que Louis C.K., je le vois pas je le vois pas faire une conférence de presse, en gros, Louis C.K. Non, c'est pas ça que je parle. Non, quand il nous prouve, c'est deux choses là-dedans que je veux dire, puis je veux pas oublier. La première, c'est que, puis après, je vais finir avec Louis C.K. La première, c'est quand, là, on a vécu avec le MeToo un changement de mentalité drastique. Et puis, je trouve que c'est extrêmement positif, mais ça fait quand même, c'est un gros choc pour tout le monde et on a besoin de se réajuster. On réajuste nos systèmes de valeurs, comment on agit en société. Et à un moment donné, à moins d'un crime très grave comme un viol, ou mais il y a des choses qui se sont dites, par exemple, il y a 20 ans, sur le milieu dans un milieu de travail, qu'on ne peut pas se mettre à accuser tout ce que les gens ont fait dans le passé. À partir de maintenant, on dit ça, ce n'est plus acceptable. Et puis à partir de maintenant, on le vit comme ça. Il faut... Mais j'ai un problème avec le fait que... C'est parce que... Là, je veux pas que les gens pensent que c'était normal il y a 20 ans de sortir son pénis puis se masturber devant n'importe qui. C'est pas ça que je veux dire, mais il y a certaines choses... Tu sais, comme on sait que c'était plus difficile pour les filles humoristes, par exemple, au Québec, il y a 15 ans, d'être dans... Le milieu de l'humour est quand même assez macho, comparé à d'autres types de milieux. Puis, ça pouvait être c'était plus difficile pour une fille de percer en humour à cause de plusieurs choses, à cause du fait que le milieu n'est pas fait pour eux autres. Au Québec, il commence à l'être, mais il a fallu qu'on se regarde dans le miroir, nous, les humoristes, puis se dire, oui, c'est vrai que c'est un boys club. Ouais. Les filles arrivent dans une loge d'humour, et puis c'est des blagues de cul, souvent ils vont se faire, on va faire, là je parle d'il y a 20 ans, mais des commentaires sur leur silhouette, sur plein de choses qui... C'est pas acceptable de nos jours, puis c'est pas vrai. Là, on pourrait dire, oui, mais c'est une humoriste, elle devrait être capable de se défendre, mais à un moment donné, au début, oui, une humoriste qui est établie, qui connaît son métier, peut se défendre, mais une humoriste qui commence dans ce métier-là et puis qui se fait rabaisser, ben c'est plus difficile, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins, puis il y a plein de raisons. Donc, ça a été un choc sur plein de choses, le MeToo. Parce que ça parle des agressions, mais ça parle aussi de notre rapport avec
avec la femme. Puis au Québec, on est moins macho qu'en France. Donc, on est peut-être... on s'est senti peut-être encore plus mal qu'ici. Je le sais pas, je l'ai pas vécu ici. Mais je le vois là, dans la rue. Je vois comment ça fonctionne un petit peu ici. Les gars sont un petit peu plus machos. Il y a une espèce de... les rôles sont établis. Au Québec, c'est moins comme ça. Donc, je veux dire que étant donné que ça a changé, à partir de maintenant... faire même des blagues du fait dans une loge que je vais sortir mon pénis puis je vais me branler devant toi, il y a quand même l'intimidation à travers ça. Donc, il faut que Louis C.K. comprenne tout ça, mais je veux qu'il vienne me parler de pourquoi il faisait ça. C'est une déviance. Oui, c'est une déviance. C'est une déviance. Ça l'excite de rendre quelqu'un inconfortable quand il se masturbe devant lui. Oui. Viens me parler de ta déviance. Oui. Viens pas me parler de quelque chose qui n'a pas rapport avec ça. Moi, ça, je parle... Ça c'est comme spectateur, je serais prêt à lui pardonner s'il vient me parler de sa déviance. Puis il vient me parler de pourquoi, puis il me l'explique en me faisant rire. C'est ce que j'attends de Louis C.K. Par contre, moi, j'ai toujours, comme spectateur, adoré les humoristes qui mettent leur trip sur la table, qui disent tout, qui n'ont pas peur de montrer leur travers, leurs démons, qui nous font rire avec les côtés laids de leur personnalité. Toujours adoré. Mais moi, je pensais que tout ce que me disait Louis C.K., c'était pas mal l'extrême de sa personnalité, tu sais. Mais non! En fait, non. J'apprends qu'il n'était pas sincère. Ça me met en maudit, tu sais, ça me met en tabarnak. J'essaie de trouver un autre. Mais oui, c'est sûr, je le dépeins comme un humoriste qui est sincère, qui fait du vrai stand-up. Puis après, j'apprends que non, il y a des squelettes dans le placard, il y a plein de choses que... Est-ce que quand tu regardes ces numéros, enfin ces beats, tu te dis pas quand même qu'il avait plus ou moins annoncé ses façons weird d'aimer se masturber? Enfin, il y a des blagues de masturbation qui sont limite maintenant un peu bizarres de les voir quand... Mais c'est ça. Ben, en fait, je suis plus capable d'apprécier ces bits-là parce que là, j'ai tout à l'image de lui qui se masturbe. Donc, non, je pense qu'il est allé à moitié. Ça devait l'obséder tellement souvent de vouloir se masturber devant les gens que c'était un peu partout dans son matériel. Mais je crois pas qu'il a été sincère là-dessus, même s'il parlait souvent de se masturber. C'est marrant parce que lui qui avait un passage sur les pédophiles, je crois que c'est au SNL, en disant c'est tellement dur de se faire prendre en tant que pédophile après, c'est tellement la merde en prison et tout, que les gens doivent vraiment aimer beaucoup ça pour le faire quand même, parce qu'ils ont conscience. C'est un excellent bit, ça. Voilà, et ils ont... en fait, on peut l'adapter un peu à lui, de dire t'avais tellement envie de te masturber devant les femmes, t'avais plus envie de te masturber devant les femmes, parce qu'il savait dans le métier où il est qu'un jour ça lui tomberait dessus. Il savait qu'un jour on en parlerait. Mais du coup, ça veut dire qu'il aimait tellement ça qu'il a mis sa carrière en danger inconsciemment sûrement, en le faisant quand même. Donc ça veut dire ça doit... Je pense que c'est... oui, mais moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est tellement une pulsion qui est forte. Ouais. Je crois que vers la fin, quand ça s'est mis à vraiment décoller, parce que je ne suis pas au courant de tous les détails, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ça remonte quand même de avant qu'il soit très connu. Bien sûr. Je pense que quand il a commencé à être très connu, il a arrêté, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. Je pense qu'à un moment donné où il ne croyait pas qu'il allait devenir si connu, c'est surtout qu'il ne pensait pas que ça allait sortir un jour. Mais c'est ça, le milieu a changé. C'est la même chose. Les producteurs Weinstein, puis eux ne pensaient pas, ils se pensaient tellement puissants que jamais quelqu'un allait pouvoir les mettre à terre. Puis c'est ce qui se passe avec les grandes corporations de nos jours, puis les gens qui sont extrêmement riches. Il y en a là-dedans qui ont tellement d'argent, ils peuvent tellement t'amener en cours longtemps et quand tu as de l'argent, tu peux gagner en cours très souvent juste parce que tu as énormément d'argent. Mais là, on dirait que on dit souvent au Québec, la game a changé. C'est que maintenant, même tu peux être très, très, très puissant. Les agressions sexuelles, t'es pas à l'abri de ça, puis je trouve que c'est extraordinaire. Mais dans notre milieu à nous, c'est dingue, c'est que, enfin, je suis comme toi, je suis partisan de l'ultra-honnêteté sur scène, etc., et de l'ultra-transparence. Et en fait, on arrive dans un monde aujourd'hui qui nous oblige quasiment à cette ultra-transparence, parce que de toute façon, si on ne l'est pas, ça sortira, quoi. Enfin, entre guillemets, la transparence est nécessaire aujourd'hui, quoi, parce que tout est su et tout se sait tout de suite. Enfin, c'est très important. Mais moi, j'aime beaucoup cette direction que le stand-up a pris, là, les gens. Mais moi,
moi, mon style sur scène, je me donne le droit, étant donné que j'ai commencé, moi, en faisant beaucoup d'absurdes et en faisant... C'est complexe un peu, c'est parce que moi, au départ, j'étais vétérinaire, j'ai un côté cérébral très, très prononcé, un côté sérieux, qu'on pourrait dire, là, très prononcé. Je suis pas celui qui est tout le temps en train de rire, mais je peux me permettre, je suis capable d'être très drôle quand je me mets dans ce mood-là, mais je suis... Comme en discussion comme ça, j'aime tellement l'humour, le stand-up, que c'est plus important pour moi d'avoir une discussion de fond que de faire rire. Mes idées, j'ai l'impression, j'ai beaucoup plus de plaisir à avoir une discussion comme ça qu'à essayer de te faire rire à toutes les 30 secondes. Mais si je suis sur un plateau de télé, puis ce qu'ils veulent de moi, c'est juste essayer de faire rire, ben je vais me mettre dans ce mode-là. Ils t'auraient pas posé la question de Louis C.K. du coup? Non, je pense pas. Et puis... moi, sur scène, j'ai une progression, je me rapproche de plus en plus de moi, de ma sincérité, et j'aspire à devenir extrêmement sincère sur scène, mais je le suis pas encore. Je m'inspire tout le temps de ma vie, et je me donne le droit à un moment donné de bifurquer vers la folie pour être le plus drôle possible. Je comprends. Mais mon défi, c'est d'être aussi drôle dans 10 ans, mais en restant vraiment très sincère. Je me dirige vers ça, mais je suis passé de ceux qui me connaissent pas tant que ça, peuvent aller voir mon numéro sur le Faucon là, que j'ai fait. C'est mon premier numéro au Gala Juste pour rire. Ça n'a pas de bon sens, comment. C'est parce que je crie du début à la fin. Je crie tellement qu'à un moment donné, quand je veux mettre de l'emphase sur quelque chose, je répète. Mais la proposition, c'était une proposition complètement absurde. C'est quelqu'un qui est tellement en tabarnak du fait qu'il essaie d'aller s'acheter un faucon à l'animalerie, puis il n'est pas capable. Puis c'était une proposition humoristique absurde. Mais j'ai dû changer mon style évolue, mais j'ai pas la progression d'un humoriste normal de maintenant. Maintenant, moi, si les gens trippent vraiment stand-up, c'est ça qu'ils veulent faire, je leur recommanderais de commencer déjà à essayer d'être eux-mêmes sur scène. Mais c'est un travail, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est plus simple que moi, mais moi, dans l'époque où j'ai commencé, je suis très fier de ce que j'ai fait, mais bon, l'avantage de le faire de ma façon, c'est que j'évolue en même temps. Puis moi, j'adore les humoristes qui évoluent. J'aime ceux qui... Ceux que j'aime le plus se sont plantés à un moment donné où Louis C.K. est tellement... ce que j'aime, je l'aimais tellement avant, puis là, c'est juste qu'il est en punition. Mais il a souvent dit... lui, il voulait tout le temps, pour s'obliger à améliorer un numéro, il mettait ce qu'il y avait de moins fort à la fin de son bit pour s'oublier. C'est quelqu'un qui adore passer à travers la douleur pour être créatif. Puis ça, c'est moi j'adore faire ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Là. On parlait de l'honnêteté et je suis assez d'accord avec toi. C'est parce que je pense que même ceux qui commencent par ce qu'ils pensent être de l'ultra-honnêteté, en fait, après 3, 4, 5, 6 ans, parce que moi, en fait, je voulais parler d'éthique de travail avec toi parce que tu disais aussi dans une interview que tu étais un des mecs les plus bosseurs du milieu. Et ça m'intéresse aussi beaucoup de connaître ton éthique de travail parce que moi, il y a des fois où je bosse pas assez, j'en ai conscience. Mais en fait, quand je bosse pas, je passe pas mon temps à jouer à FIFA ou à faire n'importe quoi. C'est souvent des moments où je vais me questionner aussi. Et moi-même, et je pense que c'est le travail aussi du stand-upper à un moment donné de se connaître de plus en plus. Et même si je pense que par exemple, pour aller pousser l'exemple jusqu'à l'extrême, je pense que Robin Williams était très honnête sur scène, mais sa version à lui d'être honnête sur scène, même si on pouvait penser que c'était de la folie, c'était son honnêteté à lui sur scène la plus pure. Et je pense que trouver son honnêteté sur scène, c'est un travail long que moi j'ai pas encore trouvé. Et je pense que c'est ce qui fait que notre travail est jamais fini, c'est qu'il est excitant, quoi, de toute façon. Mais t'as raison là-dessus. Je te dirais que quand moi je me sens pas honnête, c'est quand ça m'est déjà arrivé dans le passé de faire rire en donnant le contraire de ce que je pense, puis que c'était pas clair que j'essayais de dire ce que je pense sur un sujet, par exemple l'environnement. J'ai fait un numéro sur mon qui en fait c'est dans le Netflix là, sur l'environnement, et puis je suis très content de l'efficacité de ce numéro-là, mais j'ai essayé au début d'être un petit peu plus moralisateur, essayer de faire comprendre aux gens qu'il est temps qu'on change des choses, parce qu'on est vraiment dans le déni. Et puis, tout le monde le sait, je veux dire, je ne suis pas le premier humoriste à essayer de faire ça, mais je me suis rendu compte que c'est tellement difficile. C'est difficile, les gens n'aiment pas rire
du fait que tout ce qu'on fait finalement est pas adéquat par rapport à l'environnement. Puis je me suis dit, des fois, j'ai volontairement essayé de rendre le spectateur un petit peu plus confortable. En fait, ce que j'ai pris comme décision, j'ai dit j'ai changé mon angle là, sur le numéro. J'ai dit, je vais parler de comment je me sens parce que je suis comme eux. Là. Je suis pas un exemple à suivre extraordinaire. Là. Je consomme et je fais plein de choses qui sont effrayantes pour l'environnement. Mais depuis que j'ai deux enfants, un de 3 ans, une fille d'1 an et demi, mais là, on dirait que je suis obligé de changer. On composte à la maison énormément. On essaie d'être une maison sans déchets. Puis c'est difficile. Puis... Donc, j'ai parlé en tant que, comme les spectateurs, j'arrêtais pas, je chialais, j'ai fait un bit sur le fait que c'est bien trop difficile d'être pro-environnement, les autos électriques, ça n'a aucun bon sens, mais j'en ai une maintenant, une auto électrique, je suis passé par-dessus là, mais j'ai pris toutes mes peurs que j'avais avant d'acheter une auto électrique, et puis c'est de tout ça, j'ai fait un numéro là-dessus, mais comme spectateur, j'ai l'impression que des fois que ça les sécurise, ils font comme, François aussi, pour lui, c'est de la merde un auto électrique, fait que j'achèterai pas ça, puis ça, je m'en veux. Je trouve qu'il manque, il manque de sincérité. Je serais capable de faire rire autant, il pourrait sortir de mon spectacle en se disant, je serais peut-être mieux de m'acheter une auto électrique. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce qu'à contrario, je crois que c'est Jeselnik qui disait que quand un de ses passages marchait pas, généralement c'est parce qu'il disait on alors qu'il fallait qu'il dise je. Ouais. Et que en fait le on marche très rarement en humour, quoi. Le nous marche très rarement en humour, quoi. Parce que c'est Chris Rock qui disait parler de ce qu'ils font, mais jamais de ce qu'ils sont au public. Tu vois, faut jamais te dire, enfin, chacun a ses problèmes, chacun a sa vie, et du coup c'est très dur de leur dire effectivement de les ramener à leurs conditions, quoi. Mais donc, les gens n'aiment pas se faire engueuler. Mais moi, comme spectateur, j'haïs pas ça. Je trouve ça... Non, mais quand c'est George Carlin, oui. Mais on parlait aussi du temps de carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans, je peux pas faire la morale. Après, si un jour j'ai 30 ans de carrière et que j'ai 50 ans et que... après, tu peux commencer à prêcher, quoi. Ouais. Mais nécessairement, tu deviens moins grand public. Oui, ton public est un petit peu plus niché. Ouais. Et c'est pas mauvais. Parce qu'il y a des humoristes qui ont des publics très nichés, mais eux sont souvent extraordinaires parce qu'ils n'ont pas de compromis. Ouais, c'est ça. Ouais. Bill Hicks, il était comme ça, quoi. C'était ce truc de, allez, je m'en fous, je fais la petite tournée. Alors du coup, oui, parce que là, on voulait parler de l'éthique de travail. Tu es connu comme un des mecs qui bossent le plus du milieu, apparemment. Enfin, tu bosses beaucoup. Moi, c'est une vraie question que j'ai parce que j'ai l'impression de bosser, mais parfois, je me retrouve même dans l'incapacité de me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, travailler le stand-up et travailler, c'est très bizarre comme notion parce que je peux écrire pendant 5 heures, mais au final, j'ai même pas le niveau. Enfin, j'ai même pas les textes que j'ai déjà sont même pas aboutis, donc je me dis allez pourquoi, mais en même temps je retravaille mes textes, en même temps j'ai l'impression de les avoir trop travaillés. En fait, c'est quoi travailler pour toi, mais ton éthique de travail au jour le jour, même très concrètement limite? Je me questionne, c'est même pas je pense pas que c'est une question d'heures et d'heures par jour mais n'empêche que plus on écrit, plus on a de chance de trouver une idée extraordinaire. Ça c'est vrai. J'ai souvent comparé à faire être sur une autoroute là. Et puis, écrire, c'est être sur l'autoroute et s'en aller dans une direction. Et les bonnes idées sont les sorties d'autoroute. Ouais. Et des fois, on est en campagne, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien qui se passe. Et on arrive près d'une ville et, 10 sorties d'un coup. On a eu plein d'idées. On ne sait jamais quand on s'installe pour écrire ou quand on pense à quelque chose, si ça va être bon ou non. Plus on s'assoit, plus on écrit, plus on a de chance d'avoir des idées extraordinaires. Mais maintenant, avec le temps, j'essaie d'être toujours alerte aux idées que j'ai dans ma journée, les noter à chaque fois que j'en ai, puis quand je m'installe pour écrire, j'écris sur les idées que j'ai eues dans ma journée, donc c'est déjà un petit peu plus facile. L'autre chose, c'est que je pense que travailler, pour moi, c'est synonyme de ne pas avoir peur, c'est de quitter le confort. Le confort est l'ennemi de l'humoriste, c'est que moi, quand je fais mon one-man show au Québec, je suis dans un confort extrême. Ouais. J'ai mes techniciens, je suis dans une salle faite pour ça, j'ai un décor, tout est calculé, on a rodé notre spectacle, je le sais que ça va fonctionner, je le sais que les gens vont se lever à la fin, parce qu'au Québec, ils font ça, là, je sais pas s'ils font ça, mais je sais que les gens vont être contents, parce que ils se lèvent quand c'est j'ai des, en général, là, je dis pas tout le monde, mais j'ai eu des excellentes critiques de mon dernier show, je suis très content de ça, mais ce show-là fonctionne très bien. Je peux vivre ça pendant 4 ans, parce qu'au Québec, on peut, probablement ici aussi, là, mais faire un bon 3-4 ans avec un spectacle. Plus là, ici même. Il y a des gens qui pas du tout me mettre en danger et recommencer à me mettre en danger seulement après 4 ans, mais
comme humoriste, je vais évoluer moins rapidement. Bien sûr. Il faut passer à travers la souffrance pour être bon. C'est quoi la souffrance? C'est aller sur un plateau avec un nouveau numéro, voir un jeune qui rentre solide avec son numéro qu'il fait depuis 1 an parce que lui, il a faim puis il a besoin d'être aimé parce qu'il est au début de la carrière. Puis moi, passer après lui, là, les gens sont comme « Wow, François Bellefeuille, ça va vraiment être bon! » Et vivre cette déception-là qui font « Mais c'était meilleur le gars avant. Ouais. » Mais moi, je dois piler sur mon orgueil, vraiment, parce que je sais que c'est là que je deviens bon. En sortant, je fais comme non, c'était trop mauvais, ou je vais trouver, ou tout de suite après, je vais tellement être en mode travail, je vais trouver la langue qui va me faire passer mon numéro, je vais trouver, donc c'est souffrir. C'est pas hésiter, dès que tu as quelque chose qui fonctionne fort, de le mettre de côté puis avoir des nouveaux numéros. Bien c'est sûr. la technique Louis C.K. encore d'essayer d'avoir 1 heure de matériel à chaque année. Ben ça, c'est souffrir. C'est jamais arrêter. C'est difficile d'aller faire un nouveau numéro. Il faut se le mettre en tête. Faut vivre des moments où ça rit pas. C'est retravailler tout le temps. Donc, je pense que c'est ça. C'est surtout se mettre en danger. Puis ne pas aller sur une petite scène faire... quelque chose que tu sais très bien qui fonctionne fort. Quand tu vas sur une petite scène, faire un numéro qui est plus nouveau, qui est plus... c'est aussi faire évoluer son style. Je pense que c'est surtout ça, travailler. OK. Vraiment, mais le nombre d'heures, moi, depuis que j'ai des enfants, ça a changé totalement. Avant, je travaillais à tous les jours. Depuis que j'ai des enfants, je me donne tous mes dimanches, je n'ai pas le droit du tout de faire d'autre chose que juste la famille. Tu ne procrastines plus, comme non, tu disais. exactement, c'est fini. Voilà, c'est ça. Avant, souvent, je me disais, je vais travailler aujourd'hui, mais je vais écouter un petit peu de stand-up, ou je vais faire telle chose, je vais m'informer, je vais écouter un peu de télé, je vais essayer de lire. Ou depuis que j'ai des enfants, je peux pas, je consomme moins je lis moins, j'écoute moins la télé, Ouais. mais mes enfants me donnent énormément de matériel sur la vie. Donc, je vis des choses que je vivais pas avant. Donc, c'est drôle, c'est une expression que Roman Frisinet m'avait donnée, remplir la cruche avant de la vider. Ouais. Il parlait de remplir la cruche, il disait qu'à tous les matins, je sais pas s'il fait ça encore, là, il lisait un bon 2 heures un sujet... qui l'intéresse. Pas nécessairement un sujet sur lequel il va écrire, mais pour se remplir d'idées. Et après, il allait écrire. Donc, il mettait l'image de remplir la cruche puis la vider par la suite. Ben, moi, mes enfants sont toujours en train de remplir ma cruche. Elle déborde, c'est fou. Donc, j'essaie, moi, c'est le matin. Le matin, j'écris le matin. Avant, c'était le soir. J'ai besoin d'écrire dans des moments où personne ne me dérange. Ouais. C'est extrêmement difficile quand Puis plus on est connu, plus il y a des demandes à chaque jour. Donc, j'ai réalisé que l'après-midi, je peux pas, c'est trop, il y a toujours quelque chose. Il y a soit quelqu'un de ma famille qui essaie de me rejoindre, puis c'est une urgence, soit qu'il est arrivé quelque chose à la garderie, soit il arrive tout le temps quelque chose où mon producteur qui veut me rejoindre. Mais sinon, donc c'est le matin. Et moi, je travaille avec Olivier Tivierge, qui est un auteur qui travaille aussi avec Simon Leblanc. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai connu à l'école de l'humour. On s'entend très bien. C'est un ami. Et j'arrive avec mes idées de départ et souvent, on va discuter des idées. On va voir si on est capable d'avoir un angle, d'avoir qu'est-ce qu'on trouve de comique là-dedans. Je suis pas très solitaire. Si je suis trop longtemps en train d'écrire tout seul, puis je vais pas tester mes idées à Olivier, je me déteste. Il arrive un moment donné où je suis perdu dans mes idées, parce qu'il y a une chose, j'ai beaucoup d'idées, mais je suis un très mauvais juge. Okay. Il y a des humoristes qui ont la qualité d'être capables de dire que ça c'est drôle, ça c'est moins drôle, ça c'est... je le sais, on a chacun nos forces. Moi, je suis un créatif qui est incapable de savoir si ce que j'écris est bon ou non. Okay. Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. T'as besoin d'avoir un intermédiaire entre le moment où tu vas le tester devant le public et toi, quoi. Oui, c'est une question de confiance et il m'aide aussi à trouver des idées, mais c'est une question de confiance parce que si je vais devant le public en étant vraiment, vraiment
en ayant aucune idée si ça va fonctionner ou non. Je suis beaucoup plus stressé, j'ai normal. moins confiance en moi. S'il a passé par-dessus, puis s'il dit ah non, ça j'aime ça, ça me fait vraiment rire, mais j'ai plus de confiance, j'ai enlevé déjà les puis idées que lui... T'as quelqu'un à accuser si jamais ça marche pas. Exactement. Mais c'est toujours plus difficile de juger le travail de quelqu'un d'autre que son propre travail. Ouais, je comprends. Parce que souvent, les choses qui nous font rire, on a un bagage d'expérience dans nos souvenirs qui nous font aimer telle chose ou qu'il y a quelque chose qui te fait rire ou non. Ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes référents. C'est une des raisons pourquoi en France, ici, pour moi, j'avais aucune idée si c'était pour fonctionner. Mais là, je suis content de voir que j'ai l'impression que on semble avoir les mêmes référents pour mon style d'humour. Bien sûr, j'étais au Paname à 23h45 vendredi, c'était un bon show. C'est-tu la fois où l'humoriste avant moi a pas voulu quitter après 2 minutes? Bah ça j'ai entendu parler, mais non, j'étais pas là. Moi c'était l'heure avant, l'heure après. Ah, ok. Moi c'était vers minuit, c'était le plateau de minuit. Ouais, ok. Et du coup, non, nous c'était un plateau normal, qui a fini un peu tard, mais c'était marrant. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Oui, bon. Des choses qui peuvent arriver. Il a fait une Larry David, quoi. Ouais. Larry David faisait puis ça. les gens voulaient me protéger en me disant non, envoyez pas François tout de suite. Puis moi, c'est le genre. J'ai fait conditions difficiles, j'y vais. Non, j'y vais, laissez-moi passer. Ouais. Puis j'ai aimé ça, ça m'a obligé de faire de l'impro en commençant. Puis j'avais peur de faire de l'impro ici parce que quand t'as la peur de pas être compris une phrase sur Bien 3, tout est une question de confiance. Hein, c'est marrant parce que tu parlais de mots, parfois il manque un mot dans l'humour. Moi je regarde parfois des spectacles de stand-up avec des amis à moi qui aiment le stand-up mais qui sont moins... Enfin moi c'est ma vie, eux c'est juste un truc qu'ils aiment bien. Et parfois on regarde un show ensemble et je vois par exemple que leur téléphone sonne et qu'ils regardent leur portable à un moment où je pense que le mot là qu'ils ont manqué est important et ils me trouvent chiant parce que je mets en arrière ou je mets sur pause quoi, parce que je suis en mode mais non mais si tu regardes pas ça là maintenant il y a aucun sens derrière. Et effectivement le truc d'avoir peur de pas être compris même sur un mot ça doit être fort quoi. Ah c'est ça, mais c'est une j'avais des discussions avec moi, il faut que je l'appelle ma gérante parce qu'au Québec, je dis producteur. Au Québec, on appelle ça un gérante. Là. Okay. C'est quelqu'un qui me suit partout dans ma carrière. Mais puis j'ai en plus un producteur. Mais je pense qu'ici, vous avez juste un producteur qui fait tout, je crois. Bref, tout ça pour dire que j'en parlais. Ma gérante est ici avec moi. J'en parlais et je crois que même si je décide de ne pas revenir... d'avoir vécu une semaine ici à essayer à me remettre dans des conditions difficiles, mais un autre type de conditions difficiles que j'avais pas avant, je sais que ça fait de moi un meilleur humoriste. C'est juste une petite expérience de plus qui m'aide à... Et c'est ça, très content. Je sais pas si je vais revenir, je suis en réflexion encore. Probablement que je vais revenir, c'est sûr. Mais mon but, c'est pas je veux vous laisser toute la place en France. Je veux pas devenir... Non, mais j'ai 2 enfants. Moi, ça change vraiment. C'est marrant parce que tu parles beaucoup de marché. Tu dis, il y a des concurrents qui vont prendre le marché. Machin. Tu considères que si tu arrives en France, tu vas nous prendre un peu une part de marché? Non, mais je veux pas que les gens pensent que Sugar Sammy est ici et veut s'installer vraiment en France et a de l'ambition à devenir big en France, et c'est très noble, je trouve ça magnifique et ça va très bien pour lui, je suis très content. J'ai 2 enfants en bas âge, bien l'école sûr. va commencer dans quelques années, je peux pas me permettre de souvent être parti des mois sans voir mes enfants, c'est impossible. Mois non, mais avoir 2 dates de temps en temps. Oui, sauf que j'ai remarqué que j'ai besoin d'être ici avant quelques temps pour remettre mon cerveau en mode français de France. Parce que même en ce moment, j'essaie de faire attention. Je suis certain qu'il y a des gens en français de France avec l'accent parisien. Pas parisien, j'essaie pas d'avoir l'accent parisien. Mais si je parle en québécois, comme quand je suis à la maison chez moi, on me comprend pas beaucoup. On me comprend, mais c'est difficile d'avoir... Il y a beaucoup de mots, une phrase sur 3 qui est problématique. Je peux pas être bon sur scène dans ces situations-là, donc j'analyse pas mal tout. J'en suis venu à la conclusion en parlant avec des gens que probablement 3 semaines, 4 semaines, je suis en forme. Si je suis ici pendant 3-4 semaines, je suis en forme pour vraiment dire les bons mots, bien commencer mes phrases, pas dire des fac je suis allé, dire donc je suis allé, des choses comme ça. Fac je suis allé, ça veut dire bon je suis allé? Non, fac je suis allé, parce qu'on fait beaucoup de contractions. Okay. Fac, ça veut dire fac, c'est fait que je suis allé. Ok. Ouais, fac je suis allé. C'est vrai que là j'avais pas compris. Okay. Mais moi je parle comme ça au Québec. J'ai un accent. Je l'ai compris, là, en arrivant ici, j'ai un accent prononcé. Et
Être humoriste, c'est communiquer des idées, c'est communiquer des images, mon seul lien de communication avec les gens, c'est visuellement, mais c'est surtout par la parole. Ouais. Si on me comprend pas, ça fonctionne pas. Oui, bien sûr. Donc, je pense que ça me prendrait 3-4 semaines à être à l'aise dans... c'est déjà trop long. Et il faudrait que je vienne avec mes enfants. Ouais. Vacances scolaires. Puis il n'y a pas d'enfants à Paris. Je sais pas où vous les avez mis. Hein? Vous les cachez. Ils sont tous dans l'entretoit, là, en haut. Je sais pas, il se passe ça. Ils ont trop chaud, ils meurent de chaleur. Ils travaillent tous, on les a mis au travail. Non, en vrai, c'était arrivé pile poil pour la rentrée des classes. Du coup, ben c'est ça. Vous êtes en train de les éduquer. Ouais, on les éduque. Ouais, c'est ça. Ce qu'on fait pas à Montréal. Avec 5 matières. Voilà. Mais oui, ok. Et du coup, donc, alors là, c'est un petit truc que je voulais dire parce qu'on a beaucoup parlé d'humour. Et du coup, l'humour, c'est souvent une vocation, c'est quelque chose qui vient de là. Et avant, tu étais vétérinaire, qui est aussi un métier de vocation. Oui, souvent. Oui. Enfin, en tout cas, moi, il y a des métiers que je considère comme étant des métiers de vocation. Des longues études. Voilà, et il y a souvent un attrait pour les animaux, enfin une volonté, quoi. C'est comme éduquer, comme soigner. Pour moi, c'est des métiers de vocation. Et du coup, je trouve ça impressionnant que tu aies fait un métier de vocation avec justement des longues études en plus un peu dures, et qu'au moment où tu l'es, tu arrêtes pour un autre métier de vocation, quoi. C'est-à-dire que, enfin, moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce, et si tu veux, j'ai fait ça parce que j'avais pas de conseiller d'orientation et que j'ai fait ça parce que au hasard, quoi, entre guillemets, quasiment. Et ça n'a pas du tout été un crève-cœur d'abandonner mon diplôme. Ouais. Tu vois, j'étais bon, tant pis, je vais faire humoriste. Toi, ça a quand même dû être peut-être une décision plus lourde, peut-être, quand on est vétérinaire. Mais je l'ai fait après avoir travaillé 7 ans comme vétérinaire, et j'avais compris, j'appelle ça la roue, la routine. J'avais compris, c'est ça une année comme vétérinaire, c'est tant de vacances par année, c'est tant de vaccins, c'est voir autant de clients, c'est faire des chirurgies à tous les jeudis. Puis là, j'avais compris, même si moi j'aime pas la routine, j'ai toujours aimé les métiers qui amènent de l'adrénaline, je suis un peu junkie de ça. Je suis accro au plaisir du rire, le plaisir que l'endorphine que ça me donne. Parce que j'aimais beaucoup l'urgence en médecine vétérinaire. Je travaillais dans les centres d'urgence 24 heures sur 24 et ça implique travailler souvent les soirs, les fins de semaine. Mais malgré ça, il y avait quand même une routine. Et j'ai réalisé que non, ma passion n'était pas assez élevée comme vétérinaire pour m'ouvrir une clinique ou pour aller un petit peu plus loin ou pour aller ou je sais pas, ou devenir professeur. Donc, je me suis mis à me re-questionner à qu'est-ce que j'aimais vraiment, et j'ai entendu la directrice de l'école de l'humour parler à la radio au même moment, et c'est un déclic qui s'est fait. J'ai fait, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est le temps. Donc, je me suis inscrit, j'ai été accepté tout de suite. Mais ça a été un deuil à faire quand même. Quand tu te définis comme vétérinaire à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait quand on se présente à quelqu'un? On donne notre nom et rapidement, la deuxième chose qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Et vétérinaire, c'est populaire. Ce que je veux dire, c'est que les gens font « Oh! » Tu sais, ceux qui aiment les animaux veulent te parler de ça. Ceux qui ont des animaux veulent t'en parler. Souvent, ils te demandent des conseils, mais c'est très positif. Ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de succès avec les filles parce que j'étais vétérinaire. Mais humoriste, c'est encore mieux. Mais parce que j'étais quelqu'un qui avait aucun succès avec les filles au départ. Okay. Mais c'est ça, mais ça a été un deuil surtout avec ma famille. Ma famille l'ont mal pris, c'est mal vu au début. Les gens ont peur que out, quoi. Ils ont peur que tu te fasses mal à travers ça, parce qu'il y en a beaucoup qui réussissent pas. Mais quand tu as la passion, comme toi, je pense là, comme je l'ai, comme la plupart des humoristes que je connais l'ont, mais on ne peut juste pas essayer. On peut pas faire autrement. Et c'est marrant parce que tu vois, là, t'es quand même le cas, en étant vétérinaire, avec les études et tout que ça implique, t'es le cas du changement de vie, pour moi, qui a nécessité effectivement le plus de... Enfin, une sorte de coming out, effectivement, tu te définissais vétérinaire et pendant 10 ans, 15 ans, et finalement, bam, humoriste. Mais du coup, je crois que le point commun que j'ai trouvé à tous les humoristes qui ont changé de vie dans leur vingtaine, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'était assez marrant, parce que tu disais, j'ai vu ce que c'était qu'une année de vétérinaire, et je pense que tous les humoristes que j'ai vus, un des déclics, c'est parce qu'ils ont vu leur futur schématisé, et ils ont vu... Et me voyaient dans 20 ans. C'est la volonté de casser cette vitre, et de se dire... et je pense que ça revient chez beaucoup d'humoristes, et après c'est à travers l'humour, mais je crois qu'il y a vraiment ce truc-là de... Ok, merde, j'ai vu ce que ma vie allait être, quoi. Et non, pas du tout. Et je crois que c'est une vraie force, pas dans le sens force, ça nous rend fort, mais une force interne qui nous pousse à faire autre chose et à casser cette vitre, quoi. Mais on s'entend bien, je pense, les humoristes, parce qu'on a tous... on est des petites... nous autres, on dit bébites au Québec. Je pense que c'est bébête que vous dites, mais on est des...
on est hors du commun, on n'aime pas la routine, on aime les projets, on est junkie aussi de cette espèce d'adrénaline-là, d'aller sur scène, on aime vivre une certaine peur et après ça être soulagé parce que ça a fonctionné. C'est pour ça que quand on se retrouve ici un petit peu, on peut parler des mêmes choses, mais on est souvent dans les extrêmes. C'est être beaucoup dans les extrêmes. Mais j'en vois, moi, ça fait quand même 10 ans, un petit peu plus de 10 ans que je fais ça. Attends, 2010, un petit peu plus que 10 ans. Puis je commence à voir, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas le talent ou ils mettent pas le travail, mais ils ont la passion pareil, mais ils n'ont pas peut-être la personnalité pour faire ça. Et on les voit, là, des fois, c'est très difficile de quitter l'humour. Extrêmement difficile. Puis là, souvent, on les voit, ils nous disent « Ah non, j'arrête, j'ai eu un enfant ou j'ai besoin d'avoir plus d'argent, ma copine ne veut plus me suivre dans cette idée-là ou plein de choses, ça ne fonctionne pas assez à leur goût. » Puis souvent, on les voit revenir, essayer de refaire la scène après 2 ans parce que s'ils s'ennuient trop, ça les travaille trop, puis ils requitter, revenir, requitter. Il y a des moments où moi, puis j'ai loin de moi le goût de rire d'eux. Pas du tout, je comprends. Ils passent à travers quelque chose d'extrêmement difficile parce que la passion reste à vie. Et même si c'était pas les meilleurs sur scène, ils ont réussi à avoir du plaisir et ils ont vécu quand même, ils ont touché un petit peu à leur rêve, mais pas assez pour en vivre. Il y a un syndrome de Stockholm un peu. Ouais. Je pense qu'en humour, il faut toujours s'assurer que notre carrière à tous les ans ou 2 ans est juste un petit peu meilleure. Si c'est le cas, ben souvent, on va pouvoir faire ça pendant longtemps. Voir le temps long, accepter que ça prend du temps et évoluer un petit peu tout le temps. Ok. Moi, un des derniers sujets que je voulais parler avec toi. Non, d'abord, une question quand même. Est-ce que c'est plus stressant d'opérer un chat en urgence avec la femme qui a le chat qui dit oh mon Dieu, sauvez mon chat, ou de rentrer devant une salle de 1000 personnes? L'adrénaline, elle était où la plus forte? Je peux juste raconter. Je n'ai plus le même stress. Moi, quand je monte sur scène maintenant, je suis pas vraiment stressé. J'ai un mini trac. On appelle ça le trac, je sais pas, parce que je veux être bon. Je suis un perfectionniste, je veux que les gens... Donc, j'ai un mini-track. J'ai un petit peu plus le track quand c'est filmé. Oui, je suis quand même plus stressé quand c'est filmé. Puis c'est pas une question... c'est vraiment parce que souvent, quand un numéro est filmé, après ça, je ne vais plus le faire. Et puis, tout le monde... Il va y avoir encore beaucoup plus de monde qui va être exposé à mon numéro que ce que j'ai fait que tous les gens que j'ai vus sur scène, souvent, à cause que avec YouTube, avec la télévision. Puis j'ai tellement peur de manquer une phrase, un mot, parce que dès qu'on manque un mot dans une phrase, le gag fonctionne moins fort. Donc, je suis stressé juste pour donner un bon résultat. Mais je me souviens qu'en début de carrière, j'étais extrêmement stressé. Je me souviens qu'à cause du stress, une des premières fois que j'ai fait une grande salle, je tremblais toute la journée, j'avais froid, mais de stress. J'étais allé me réfugier chez moi avant le spectacle, là, en dessous des couvertes, dans mon lit pour être certain d'avoir chaud, puis j'étais pas capable de me réchauffer. Comme quelqu'un qui a une grippe où ça a été extrêmement difficile, mais ça... Plus ça va, plus le stress, c'est... Quelqu'un qui commence puis qui a le trac, j'ai vu des humoristes, moi, oublier totalement tout ce qui s'était passé sur scène en sortant de scène, tellement ils étaient stressés. Donc, mais il faut que le trac, la plupart du temps, ça s'améliore. S'améliore. Donc, maintenant, je ne l'ai plus du tout. Même, je peux avoir une conversation normale, puis François Bellefeuille, et je rentre sur scène, et j'ai pas besoin de me préparer. Je me mets en mode spectacle en 1 seconde. Mais, comme vétérinaire, j'ai déjà coupé une artère. Dans un moment de distraction, j'ai coupé une artère en faisant on appelle ça une ovario-hystérectomie. Là, j'enlevais un utérus de chienne avec les ovaires, puis j'ai coupé du mauvais côté de la ligature. La ligature, on fait des nœuds pour être certain que ça ne va pas saigner quand on coupe. J'ai coupé du mauvais côté. Une erreur est humaine. Ça s'est mis à saigner d'une manière tellement rapide, j'ai perdu tous mes moyens. Je tremblais, je savais pas quoi faire. Je savais qu'est-ce que j'avais à faire, mais je me sentais tellement coupable d'avoir fait cette erreur-là que j'ai perdu mes moyens. C'est un de mes amis vétérinaires qui est venu régler la situation. Et le chien a survécu, la chienne a survécu. J'attendais de savoir ça si on Non. Tout va bien, le sang, elle a refait son sang. Mais donc... Oui, opérer un chien en urgence quand tu es en confiance, quand tu sais, parce que j'étais un vétérinaire confiant, mais quand
tu te fais prendre en défaut. Et c'est peut-être le même genre de feeling que j'ai eu quand ça m'est arrivé des fois de dire des choses au public. Étant donné que j'ai un style vraiment qui peut être des fois agressif sur scène, mais pour juste être drôle, s'il y a quelqu'un qui me dérange dans la salle, quelqu'un qui, je sais pas, crie des choses, puis ça change mon rythme, ou des fois, en début de carrière, je les attaquais, et maintenant, j'ai plus d'expérience, je connais mes limites, mais ça m'est déjà arrivé de les attaquer et d'être vraiment trop méchant, et de créer un froid dans la salle. Et souvent, quand j'ai déjà créé dans une salle au Saguenay-Lac-Saint-Jean un gros froid dans la salle et ça m'a pris 10 minutes ramener un certain plaisir dans la salle parce que j'ai fini par dire, parce que j'avais le rhume cette journée-là, j'ai fini par dire un rhume. Que c'est quelqu'un qui arrêtait pas de crier « Fais le faucon, fais le faucon, fais le faucon » dans mes oreilles, puis comme le supplice de la goutte. Comme s'il était un chanteur, oui. Tu sais, qui tombe. Et à un moment donné, je suis tombé fou, puis je me suis mis à engueuler cette personne-là, cette dame qui était en avant, qui me disait ça, en étant tellement méchant, tu sais. Sûrement une fan en plus. Oui, une fan, puis c'est juste qu'elle avait pas de jugement. Tu fais pas ça à un artiste, tu sais, le déconcentrer à toutes les 15 secondes en disant « Fais le faucon, fais le faucon ». Mais les gens partout dans la salle l'entendaient pas nécessairement. Okay. Donc, j'ai fini par lui dire arrête de me dire « Fais le faucon » parce que en plus, j'ai la grippe, j'ai un rhume et à chaque fois que tu répètes « Je fais le faucon », tu me rappelles que j'ai pas le goût d'être ici ce soir. Oh. Parce que j'avais un rhume, puis c'est juste qu'en m'en venant, j'avais mal à la tête, Mais dis pas ça à un public, c'est fini. Ils ont payé 45$ pour venir te voir, et tu leur dis, moi, j'ai pas le goût d'être ici ce soir. Ils font comme, va chier si t'as pas le goût d'être là. Je te donnerai pas, tu sais. Donc, là, je me souviens de perdre mes moyens un peu sur scène en me disant « Oh non, j'ai pas fait ça. » Là, je viens de changer. J'ai 800 personnes dans la salle qui sont extrêmement déçues par moi, puis je les comprenais. Bref, c'est ça. Ouais, après, tu peux refaire le film 100 fois, mais après, les gens savent aussi que... Enfin, ou savent peut-être pas, mais t'as... on va dire 50 scènes par mois et qu'à un moment donné tu peux tomber sur la scène où ça va moins bien quoi, ça arrive aussi quoi. Un des derniers trucs que je voulais aborder quand même avec toi, c'est assez fou aussi, c'est que t'as vas-y pardon, finis. Mais c'est très important du fait que à ce moment-là j'ai compris que c'est quand même dangereux d'être sur scène parce que t'es tu vulnérable. peux n'importe quand dire quelque chose qui va changer ta vie. Je pourrais sur scène devant 1000 personnes avec les réseaux sociaux maintenant là, dire quelque chose de totalement insensible par rapport, par exemple, au mouvement MeToo ou par rapport à, tu sais, dire genre, je sais pas moi, faire quelque chose qui est effrayant, là, dire quelque chose de genre que tu connais quelqu'un qui a déjà violé une femme puis tu le protèges parce que tu penses que c'est la chose à faire. Quelque chose comme ça. Et puis là, ça peut changer ta vie. Là, ça s'en vient. Après, c'est sur Twitter, c'est qu'il faut jamais oublier qu'il y a un certain danger d'être sur scène. Est-ce que tu vois que la comédie empathie de ça? Parce que Chris Rock dit par exemple que depuis l'invention des réseaux sociaux, les comédie clubs ne sont plus vraiment ce qu'étaient les comédie clubs avant. Le fait d'avoir peur d'être jugé par un blog, même Bill Burr maintenant l'intègre dans ses spectacles. Quand il y a des blagues un petit peu trop qui vont loin, il a un act-out de blogueur en mode je vais écrire ça et tout dans le contexte. On se protège un peu de ça. Est-ce que tu crois que ça empathie de la comédie et ça empêche d'arriver à un niveau Richard Prioresque entre guillemets, c'est-à-dire il n'y a plus de filtre du tout et j'en ai plus rien à foutre. Est-ce qu'on s'auto-filtre entre guillemets avec cette pas moi parce que je fais pas dans des sujets si controversés que ça, mais je peux comprendre que les humoristes qui jouent sur la ligne fine, oui, je peux comprendre ça, mais autant que ça a changé comment on se comporte, nous. Tu sais, moi, au Québec, je suis quand même considéré comme une star. Donc, quand je suis dans un bar où je peux pas faire n'importe quoi, et il y a déjà des stars du Québec qui me racontent qu'est-ce qu'ils faisaient quand, tu sais, dans le temps où les cellulaires ne pouvaient pas prendre de photos, personne n'avait moyen de... Donc, tout ce qu'ils faisaient pour s'amuser, puis ils jouaient vraiment les rockstars dans les bars, puis il y avait... Après, quand quelqu'un dit « j'ai vu telle personne faire ça », c'est pas comme une photo qui se retrouve sur les réseaux sociaux, toi en train de... C'est ça? Montrer ton pénis encore. On en revient à ça. Tu pourrais t'excuser pour une blague? Il y a Dave Chappelle qui a dit par exemple je n'ai jamais regretté un seul mot que j'ai dit de ce côté-là de la scène dans son special qu'il a tourné au Comedy Store là sur son 4e Netflix et il y a Jeselnik qui dit par exemple aussi on me verra jamais excuser pour une blague parce que ça voudrait dire que, et la blague qu'il avait fait par exemple sur le marathon de Boston qui a fait que tout le monde a été viré de son show,
il aurait pu garder son show, mais il a préféré partir avec son show sans s'excuser. Est-ce que tu pourrais t'excuser pour une blague, ou est-ce que tu considères que ce que tu dis sur scène, c'est sacré, il faut jamais en parler et s'excuser de ça? Non, moi je pourrais m'excuser sur scène parce que je fais des erreurs des fois, puis je suis quand même quelqu'un de... Je suis sensible à ce que à ce que les gens ressentent quand je suis sur scène. Il y a plusieurs... je connais des humoristes qui sont beaucoup dans la confrontation, puis moi, je suis un amateur de ce genre d'humour-là. Je fais moins là-dedans. J'ai plus besoin, moi, d'être quand même surtout drôle et aimé. Je vis mal avec l'idée que de bouleverser des gens quand je suis sur scène. Puis je me suis déjà trompé, j'ai déjà dit des choses que je réalisais pas l'impact que ça pouvait avoir, pas nécessairement sur scène, mais oui, je pourrais m'excuser. C'est pas une loi que je me donne pas ce genre de... C'est pas important pour moi, mais moi j'aime aussi les gens qui le disent. J'ai eu tort, j'aurais pas dû, mais je comprends que le monde est rendu un peu fou sur... c'est difficile maintenant, il y a toujours quelqu'un pour se plaindre d'une blague. Moi, je me souviens d'avoir fait une blague sur ceux qui sont intolérants au gluten, puis d'avoir des messages, parce que c'était passé à la télé au début, puis d'avoir des messages de gens qui me disent « C'est tellement méchant ce que tu as fait, tu sais pas à quel point je souffre, et c'est une maladie qui est... » Mais rendu là, c'est parce qu'on peut pas... Et moi, je pense qu'on peut... c'est pas moi qui... Cette phrase-là ne vient pas de moi, mais je pense vraiment qu'on peut rire de tout, mais pas nécessairement avec... tout le monde, avec n'importe qui. Donc, il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'humour pour... Mais moi, je suis le genre de spectateur qui adore se faire pointer du doigt, dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais moi, j'aime ça. J'ai beaucoup d'autodérision. Ça se voit dans mon style aussi. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais je respecte aussi ceux qui... je suis pour la liberté d'expression. Maintenant... Je crois que la liberté d'expression totale ne se peut pas. C'est utopique de penser qu'on pourrait laisser tout le monde dire tout ce qu'ils veulent, juste parce que une question de... C'est sûr que quand ça incite à la haine ou des choses comme ça, c'est compliqué, mais il y a trop de gens imbéciles sur cette terre qui vont mal comprendre le message. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut toujours parler aux imbéciles puis s'assurer qu'ils vont pas faire ce que tu dis, mais il faut être quand même conscient d'une certaine limite, là. Puis la limite, elle est pas claire, c'est une zone grise, puis nécessairement, ça veut dire que des fois, il y a des débordements. Un gars comme Mike Ward au Québec marche sur la ligne. C'est son style, puis il sait très bien que des fois, il dépasse la ligne et... c'est possible de toujours être sur la ligne puis pas trébucher de temps en temps. Puis moi, je comprends ça. Je suis pour si tu traverses la ligne, puis vraiment, tu es de t'excuser, mais ça veut pas dire que quand quelqu'un pense que tu as traversé la ligne, il faut nécessairement que tu t'excuses. Ça dépend. Mais c'est pour ça que je pense quand même, et on en parlait tout à l'heure, que je pense qu'un des travaux du stand-upper, c'est de se connaître de plus en plus soi-même et de construire ses valeurs, ses certitudes à force de réflexion et de remise en question à fond, pour arriver potentiellement peut-être au point Dave Chappellesque ou George Carlinesque de j'ai ces certitudes et du coup ce que je dis, c'est-à-dire que quand tu dépasses la ligne pour voir, en fait je limite, moi maintenant on a une oreille, enfin je pense qu'on le sait, on en a tellement vu, on sent quand quelque chose est dit juste pour choquer ou quand quelque chose est dit parce que la personne le pense vraiment et elle y a réfléchi des heures. Et du coup je pense que tu peux arriver aussi à ce stade de certitude où à un moment donné tout ce que tu dis est vrai qui sort de ta bouche, et c'est le fantasme ultime du stand-upper d'avoir je pense un esprit tellement compris, t'as tellement compris ton esprit que tu peux aller dans chaque sujet parce que tu as fait le tour de la question et que tu as du coup je pense qu'effectivement il y a aussi ce côté de à un moment donné il faut travailler sur soi pour être inattaquable en fait. Si toi t'es sûr de ce que tu dis, t'es inattaquable. Il faut surtout oublier. C'est pour ça qu'en rodage aussi, tu sais, des fois, on a une idée, mais en faisant l'idée sur scène, on peut faire « Oh, c'était mal compris, j'avais pas pensé à telle chose. » Mais ça vaut la peine de roder un petit peu. Fait que je pense que dans les places laboratoires, les endroits où c'est important de pas... Il faut que le spectateur qui est là comprenne aussi que c'est plus on va dépasser la ligne plus souvent là qu'ailleurs. C'est impossible d'être compris par tout le monde comme il faut. C'est impossible. Donc, il faut qu'à un moment donné, on arrête de trop s'en faire avec les gens qui... Moi, je porte aucune attention à ceux qui se plaignent
de ce que je fais. Ou, je le Depuis vois. Le début, mais ça a été un travail? C'était un travail. Ouais. C'est difficile, mais je regarde plus les commentaires. Ça a été moi, un travail. C'est difficile pour ça moi. Ça me rassure. Ça veut dire que je peux y arriver. Très difficile pour moi, mais ça me trouble trop longtemps. Je deviens moins créatif parce que je me mets à être anxieux. Oui. Parce qu'à la base, j'ai un certain problème où je veux que les gens m'aiment. Ben peut-être plus élevé que des gens équilibrés qui font leur petite vie puis qui s'en foutent un peu, mais ça va me bousculer si quelqu'un me dit que je suis un trou de cul. Donc, j'aime mieux pas le voir, mais je suis très sensible à ça. Ça veut dire que ils finissent par toujours être capables de me le dire d'une certaine manière. Mais j'ai pas de problème à me remettre en question. Il faut faire attention de ne pas faire... Je préfère un endroit comme Netflix ou Internet pour faire du stand-up, pour montrer du matériel que tu as fait en stand-up. Parce que la télévision, tu t'adresses vraiment à tout le monde, même des gens qui voulaient pas nécessairement t'écouter. Mais tandis que s'il y a une espèce d'action, tu es obligé de... Je vais aller cliquer sur « Je veux aller voir François Bellefeuille, qu'est-ce qu'il fait? » Mais tu es déjà plus ouvert à ce que je vais te faire. Puis je pense que l'humour, ça doit être ça. Faut qu'il y ait une espèce d'allons. Oui, il faut que le public il a fait un effort. Je suis venu te voir, j'ai fait mon effort, je suis pas venu, on m'a pas obligé à venir ici. Donc, vas-y. C'est pour ça que, en théorie, un Dave Chappelle, on sait qu'il va loin. Mais en fait, il a tellement été populaire avec sa série que lui-même se plaint de ça. Des fois, des fois, les gens sont un peu surpris qu'il a ce style-là. Mais là, tu devrais en 2018, on devrait le savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. C'est au public de faire le premier pas, c'est hyper intéressant. Ok. Et du coup, donc, dernière petite question, parce que ça, c'est quand même un truc qui m'a... tu t'es interpellé aussi. Première tournée de François Bellefeuille, quelques années après avoir commencé le stand-up, avoir quitté le monde du veto, célibataire, sans enfant. 3 ans plus tard, tournée de 300 000 personnes, 2 enfants, une femme, popularité, star, tout arrive en même temps, quoi. Oui. C'est quoi cette histoire? J'aime pas la routine, mais là... Je suis pris avec une grosse routine pendant longtemps. Non, mais c'est fou, ça. Mais, tout arrive en même temps. Ouais. Mais j'avais quand même... Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ouais. J'ai commencé J'ai eu mon premier enfant à 39 ans. Il a commencé à être le temps. Là, j'ai 42 maintenant. Mais oui, c'est vraiment un gros changement. Mais en même temps, ça fait de moi, je pense, un meilleur humoriste. Je vis tellement de choses. Ça m'a permis aussi de sortir plus vite de cette espèce de carcan, l'espèce de moule que j'avais mis à mon personnage, et que là, je suis content, je me rapproche de moi tranquillement. Mon deuxième spectacle est beaucoup plus personnel. Je montre des dessins que j'ai fait à l'âge de 8 ans. J'ai un gros écran. J'aime utiliser le visuel, un écran. J'ai fait ça dans mon premier one-man show pour dynamiser aussi le spectacle, mais j'ai 2 numéros qui sont très près de moi, des dessins que j'ai fait pour vrai à l'âge de 8 ans qui n'ont aucun bon sens. Définitivement, j'aurais dû aller voir un psy à cet âge-là. Et des photos à travers ma vie. Je finis le spectacle avec ça parce que ça marche trop fort, mais par rapport à tous les autres humoristes, mais par rapport à ce que j'ai comme matériel, avec énormément d'autodérision. Mais et je parle de mes enfants, je parle de ma femme, mais le fait de tomber dans cette réalité-là m'a obligé à parler de moi, ce que c'est un défi que je trouvais énorme avant. Je me dis comment les gens vont comprendre. Mon personnage est fou sur scène et vraiment champ gauche. C'est quelqu'un qui est... champ gauche, ça veut dire très... l'absurde, souvent, c'est champ gauche. Comme si la droite, c'est la pensée de monsieur, madame, tout le monde. Et à gauche, c'est les illuminés. Ok, très bien. Donc, ça m'a forcé à être un meilleur humoriste, à aller... C'est ça. Donc, je suis très content de ça. Mais oui, c'est allé vite. Mais moi, je suis pas du genre à aller faire le party, des soirées après chaque spectacle. Et mon côté perfectionniste m'oblige à rapidement, quand tu fais 4 one-man shows par semaine, tu as besoin d'être en forme. Puis maintenant, j'ai des soirs, moi, que je fais 2 fois le même one-man show dans la même salle parce que j'essaie d'avoir plus de temps avec ma famille. Donc... Mais oui, mais je suis content et j'espère que dans 3-4 ans, tu pourrais me poser la même question en me disant, il y a 3-4 ans, 2 enfants, tout ça, et maintenant rendu avec une nouvelle femme et 2 nouveaux enfants. Une nouvelle femme et une girafe dans ta cour.
J'aime pas la routine. Ouais, ok, il y a de ça. Mais non, parce que c'est une petite théorie que j'avais, genre justement récemment, je me suis demandé si j'avais trouvé entre guillemets la femme de ma vie, même si en 2018 ça a l'air cliché comme phrase, pendant que j'étais dans mes métiers de marketing ou de web ou je sais pas quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me considère être plus proche de ce que je suis vraiment, donc plus à même de rencontrer vraiment une personne, tu vois. Et je pense qu'aussi, il y a le fait de... C'est pas facile, hein, en plus, de trouver... d'avoir... en fait, de trouver un copain ou une copine quand on est en humour, parce que c'est une vie tellement différente de monsieur, madame, tout le monde. Bah oui, le soir, ouais. Le soir, on est parti. Le matin, on dort. Puis on est... Les moments créatifs, on a besoin de... Tu sais, on peut pas toujours écouter du Netflix le soir avec notre copine. Il faut qu'on travaille. Et puis qu'on joue. Moi, là, j'ai eu une date avec une fille là récemment qui s'est mal passée parce que la première était bien, mais j'ai dû annuler la deuxième parce qu'on m'a proposé de jouer au dernier moment et que... le stand-up passerait avant, quoi. Je suis désolé. C'est difficile, hein? C'est difficile pour eux à comprendre. Mais moi, j'étais rendu à un certain moment dans ma carrière où j'ai un certain confort où je voulais tellement avoir des enfants et une famille que je suis prêt à faire ces efforts-là. Comme moi, je me réveille maintenant à 7 heures à tous les matins en même temps que mes enfants, même si je me suis couché très tard, parce que je veux ça. Il y a un moment donné où je vais les laisser, quand ils vont avoir 7-8 ans probablement, je vais continuer à dormir, puis ils vont manger leurs céréales. Ils s'arrangeront tout seuls. J'aurais fait ma part. Non, mais c'est important pour moi, mais ça me nourrit comme artiste, et puis ça... mais je fais beaucoup plus de compromis que j'en faisais avant, mais on est plus ouvert à faire des compromis quand notre carrière va bien. Maintenant, je suis plus en contrôle de... Quand j'arrive au Bordel Comedy Club, je peux jouer quand je veux. J'ai pas... Toi, tu me dis, on m'a offert de jouer sur... Mais il arrive un moment donné où moi, je suis à un certain point dans ma carrière où je peux jouer où je veux quand je veux. Ça, c'est génial. Même, je viens à Paris, puis genre, c'est fou ce qu'on m'offre. C'est vraiment plaisant. Je joue tout de suite au point-virgule. Quand on... Tu sais, sans nécessairement besoin de prouver quoi que ce soit au producteur du point-virgule. Mais... tant mieux, j'en profite. Donc, cette espèce de confort-là, ça me permet de donner du temps de qualité à ma blonde, on appelle ça ma blonde, hein, et à mes enfants. Mais je suis convaincu qu'avoir eu mes enfants et ma copine avant d'être connu, je pense pas que je suis là où je suis maintenant. Je pense qu'au moment où je les ai eus, ça n'a pas freiné ma carrière, même ça m'aide. Ça fait de moi un humain un petit peu plus complet. Mais... quand j'étais plus complet parce que plus branché sur la réalité de la vie. Je comprends. Il arrive un moment donné où certains humoristes célibataires avec une vie un peu hors norme comme ça finissent par être déconnectés de la réalité. Ils vont être connectés avec la réalité d'être un humoriste et de donner son opinion et à travers la scène sur tous les sujets de ce qui se passe, mais finissent par être déconnectés de pourquoi les gens peut-être font ça dans la vie. Parce que la vie... quelqu'un qui a 2 enfants, qui doit les préparer à chaque matin, qui doit s'occuper d'eux, qui n'a plus le temps de... C'est une réalité de la majorité des gens. Et ça me permet d'être branché directement sur ce que les gens vivent. Mais ça me donne moins de temps pour réfléchir peut-être à tout ce qui se passe. Donc, mais je dis pas... à ton âge, par exemple, c'est parfait, c'est très bien. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé ça... pas pathétique, mais triste. Quelqu'un de 57, 58 ans, qui n'a pas eu d'enfant, qui est encore tout le temps dans un style de vie effréné, je trouve qu'à un moment donné, peut-être que la vie manque de sens. Parce qu'en ayant des enfants, j'ai remarqué à quel point ça nous fait revivre plein de moments qu'on avait oubliés, mais qui sont l'essence de la vie. Comment un enfant s'émerveille devant des choses, comment... Le monde a d'influence sur mes enfants. Puis moi, ma quantité d'influence, mon influence, c'est quoi? Ça me met être anxieux sur le futur. Tandis que peut-être qu'un humoriste qui n'a pas d'enfant, qui a peut-être déjà laissé tomber, est vraiment pessimiste. Je comprends. Mais je suis très fan de je suis fan de ces gens-là, pareil. Là, Oui, il y en a des gens qui n'ont pas d'enfants. En fait, moi, depuis que j'ai des enfants, je me vois pas vivre une vie sans enfants, mais ça dépend il y a des gens qui me disent qu'ils veulent pas en avoir. Et d'ailleurs, il y a un très bon bit de... Voyons, j'ai oublié son nom.
celui qui faisait The Office. Oui, de Ricky Gervais. Ricky Gervais sur son dernier special. Humanity. Tu fais la raison pourquoi il n'y a pas d'enfants, c'est un très bon bit. Ouais, exactement. Ok, et du coup, très rapidement quand même, ça veut dire que tu as connu vétérinaire, je me lance dans l'humour et je viens de start, tu as connu une phase où tu étais à l'aise financièrement, ça baisse et ça remonte. Oui. Comment tu as vécu aussi à 30 ans, c'est pas simple d'abandonner ce confort financier? Moi, j'étais chanceux. J'avais des dettes quand j'ai commencé. En fait, médecine vétérinaire m'a donné beaucoup de dettes et j'étais un dépensier, donc j'avais de la difficulté à rembourser mes dettes. Puis il y a un moment où, quand j'ai décidé d'être humoriste à temps plein, j'avais encore un peu de dettes et puis j'ai vu dans la première année juste m'enfoncer davantage dans les dettes et j'ai hérité de ma grand-mère qui est décédée. Quand même un bon montant pour... Je ne suis pas devenu très riche, mais assez pour éponger mes dettes. Donc, ce stress-là est parti assez vite. Puis, ça m'a permis d'être patient avant de commencer à faire de l'argent. Mais oui, c'est difficile. Au début, c'est vraiment, vraiment pas payant. Il ne faut pas vouloir... faut pas aimer le luxe au début parce qu'on vit dans des conditions très, très primaires. Tout petits appartements, peut pas rien acheter. Puis moi, à l'âge où j'ai commencé, tous mes amis achetaient des condos, des appartements, des autos, voyageaient tout le temps. J'avais pas l'argent pour faire ça. Mais maintenant, j'ai plus de maisons qu'eux. C'est génial. Je crois qu'on est sur une phrase de fin, là. Ouais. Je crois qu'après avoir vu ça...